Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, je l'ai appelée douleur chronique et fibromyalgie. On parle de quoi? Donc on est dans une société où on nous parle tout le temps de mal de dos, mal du siècle, etc. Sans vraiment savoir de quoi on parle. Et sur les différentes vidéos mises à disposition sur internet, je vois des choses beaucoup trop disparates et des infos qui sont pour certaines vues, revues, 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 vues, revues. Et on va éviter de tomber là-dedans et de faire preuve de discernement. Ce qui est sans doute le plus difficile. Donc on va faire déjà un premier état des lieux. Donc on sait qu'un adulte sur 5 dans le monde souffre de douleurs chroniques. Que le taux de guérison, il est de 0%. Il n'est pas de 1, il est de 0%. On sait que 2 tiers des patients n'est pas soulagé par son traitement antalgique. Et je vous dirai pourquoi dans cette vidéo. On sait que 1 sur 2 a une qualité de vie très altérée. Et qu'il y a un grand taux de gens qui sont forcés de se mettre au chômage, à l'arrêt de travail, à cause de la douleur chronique. Et c'est une perte financière et économique en France et dans le monde. On sait que la douleur, c'est quelque chose qui est très mal géré. On sait que la première cause d'overdose mortelle en France sont les antalgiques. Et on sait que le médecin généraliste, 2 tiers de ses consultations, c'est pour la douleur. Et on a un médecin qui ne palpe jamais personne, ou de manière très superflue, et surtout, qui ne sait pas ce que c'est un point trigger ni la tenségrité biologique, et c'est ce que je vais vous expliquer également dans cette vidéo. Et donc on sait que 60% des décès sont des femmes, alors que sachant que c'est la plus grande cause d'overdose mortelle en France, c'est les antalgiques, et que c'est pas que les junkies, c'est aussi monsieur et madame tout le monde, parce qu'il y a une forme d'accoutumance, évidemment, volontaire, certainement, qui pousse au surdosage, pour avoir le même effet qui dure un peu moins longtemps en plus. D'accord? Et parce que c'est pas une expérience. C'est pas une expérience intégrable à long terme, parce que c'est 1 tiers seulement de ce qu'on a besoin. Et je vais vous expliquer également ce principe, qui dépend de mon modèle en tout cas. Donc, on est face à une médecine remboursée, une médecine moderne, qui n'a de moderne que son nom. On est sur une médecine d'après-guerre. Dans C'est cassé, on répare. On n'est pas sur une médecine intégrative. Pourtant, le mot médecine intégrative, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans les thérapeutes alternatives, les thérapies alternatives, comme moi, comme tant d'autres, qui prétendent toujours avoir la meilleure méthode. Donc moi, je suis le seul thérapeute manuel, je crois, qui est contre la méthode, qui dit ma méthode, c'est pas la meilleure, et que moi, ce qui compte, c'est une approche, que je vends pas une méthode, mais une approche. Et que j'aime bien savoir de quoi on parle à un moment donné. Donc il n'y a pas de... Tu vois, le souci de cette médecine, c'est vraiment c'est cassé, on répare. Donc on fait des super hanches, on fait des super jambes, des super prothèses en titane, etc. Mais on arrive aux limites. Ces techniques invasives, comme tout le reste, elles ont leurs limites, comme ce qui va taire le symptôme, sachant que le symptôme, c'est pas le mécanisme sous-jacent de l'étiologie, c'est pas la cause, quoi. C'est que la maladie, c'est qu'une expression pathologique, il y a un mécanisme sous-jacent, et ce mécanisme sous-jacent n'est jamais élucidé par cette médecine qui pourtant se veut clinique et très terre-à-terre. Et on peut lui reprocher. C'est qu'elle prétend se baser sur la preuve, mais elle va chier sur le savoir des médecines ancestrales, alors que c'est pas exhaustif, c'est pas ça ou ça, c'est les deux. C'est qu'on a un puits de connaissance qui est constant, on a un puits de connaissance qui est historique, on a des médecines traditionnelles ancestrales qui ont beaucoup à nous apprendre, et aujourd'hui on continue à apprendre beaucoup de choses, à découvrir des nouvelles choses, mais elles ne sont pas intégrées dans ce patrimoine de l'humanité traditionnelle, ancestrale, qui est pourtant la base de la base en fait. C'est que la médecine ancestrale, les médecines ancestrales, on appelle ça, ils aiment bien appeler ça médecine complémentaire, mais elles étaient là avant, donc qui est vraiment complémentaire de qui? C'est une réflexion qui est légitime à se poser. Donc si on regarde simplement Hippocrate, ça a été un des premiers médecins, un des premiers orthopédistes aussi, à nous faire le lien entre microcosme et macrocosme. Ça a été un premier à nous dire que l'homme ne saura jamais tout. Mais il a juste besoin d'une médecine suffisante pour soigner l'homme. Et on voit clairement qu'aujourd'hui, on a une médecine qui doute de rien. Alors que Hippocrate disait toujours qu'on devait se remettre souvent en question. Il y a un autre célèbre médecin canadien qui nous disait écoutez attentivement le patient et il vous donnera le diagnostic.
Et on est face à des médecins, des thérapeutes qui font ce qu'on leur a appris sans s'interroger et qui ne se disent pas que l'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, c'est pas ce qu'on fait quand on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et moi, je suis là justement pour casser ces barrages intellectuels, casser ces sectes médicales partisanes et casser la méthode. Donc je suis fondamentalement contre la méthode. Et j'oublie pas qu'on fait partie de la nature, que la nature c'est naissance étymologiquement, et qu'il est certain que la nature elle a tout mis au point pour nous soigner. Les plantes font des synergies, les médicaments font des interactions. Je suis peut-être un peu trop extrême, mais vous voyez où je veux en venir. C'est que la nature elle a déjà tout fait, elle a fait toutes les molécules nécessaires pour nous soigner. Que ce soit particulièrement les venins, auxquels je m'intéresse beaucoup, que ce soit particulièrement les plantes, et quand je parle de plantes, je parle de drogue, et ça sera un petit chapitre de cette vidéo. La drogue, c'est mal, entre guillemets, bon, c'est récréatif, mais c'est surtout thérapeutique, et ça, il ne faut pas l'oublier, et qu'il faut recontextualiser ce terme de drogue. C'est essentiel aussi. Donc actuellement, en médecine, le souci, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle universel pour soigner l'homme ou sur le fonctionnement de l'homme. Et pourtant, en biologie, il y a un biologiste, un docteur de Harvard qui a mis au point le modèle de la tenségrité biologique dans les cellules et qui nous dit que la cellule, elle détecte son environnement mécanique, elle convertit les informations en signaux chimiques. Et si tu regardes, mélatonine, tonine, tension, sérotonine, tonine, tension. Et donc, même s'il existe d'autres hypothèses pour le système musculo-squelettique, la tenségrité biologique est une hypothèse crédible pour le système musculo-squelettique. D'accord ? C'est vraiment cette répartition globale de toutes les tensions. Et donc que l'homme, il est défini par la gravité et la lumière. Et donc que la tension vient d'en haut, que la gravité vient d'en haut, et la tension, elle monte, et donc que la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur par rapport à cette gravité. Et que le cerveau va toujours chercher la posture la plus économique possible, et donc que la douleur, elle est énergivore. Elle est énergivore parce que la batterie de la cellule, c'est l'ATP. Et le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Donc il est fondamental de comprendre ce que c'est un point trigger. Et malheureusement, la plupart des thérapeutes, même les kinés, n'ont pas conscience que ce que c'est vraiment un point trigger, et au niveau de sa physiopathologie et son impact neurobiologique réel. Le point trigger, c'est pas un spasme, c'est pas une tendinite, c'est une contracture localisée permanente. C'est difficile pour moi de synthétiser autant d'informations, vous savez, c'est que chaque fois que je pars dans quelque chose, je peux développer tellement dessus que je me retiens parce que je vais partir dedans et après parce que c'est fondamental que vous possédiez des notions surtout pour développer votre esprit critique et de se dire que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. Donc tu vois, rien qu'au niveau des examens qui sont complémentaires, on voit pourtant qu'ils sont formulés en première intention par les médecins. Je ne comprends pas l'intérêt. Au lieu d'investir dans des examens complémentaires, on ferait mieux d'investir dans des examens palpatoires. Et quand je dis palpatoire, c'est déceler les inhibitions motrices. Vous comprenez ? Je contrôle mon bras. Là, je fais de l'inhibition motrice. Donc c'est bien. Mais quand il y a une douleur, je perds le contrôle moteur. Et donc j'ai trop d'inhibition motrice. Et donc le muscle est en faiblesse de protection. Il est figé en flexion. Et donc le point trigger, c'est ce qu'il va faire. Il va comprimer les facettes articulaires, il va empêcher le muscle de s'activer, il va mettre le muscle en faiblesse de protection et il va empêcher son étirement complet et il va le mettre en relaxation incomplète. Il va piéger le potentiel d'action. Il y a tellement de choses à savoir. Et donc ce modèle, je reviens sur le système de tenségrité biologique, et donc ce modèle de tenségrité biologique, moi j'ai essayé d'en développer un pour la douleur chronique, donc ça a été le sujet d'un premier livre que j'ai fait, qu'après j'ai synthétisé en 2 articles qui ont été publiés en revue scientifique médicale, la douleur chronique, un modèle de tenségrité biologique, j'en ai fait 2, et en ce moment je travaille sur 2 nouveaux articles que j'espère publier, j'espère l'année prochaine ou l'année d'après au maximum, j'espère le plus tôt possible, mais vous savez comment ces choses prennent du temps, ça a été un vrai tour de force déjà pour moi de réussir à publier ces revues, ces articles en revue médicale scientifique, sachant que je ne suis pas médecin, et que je suis un autodidacte comme peu, bon, même si j'ai fait des formations autour, en parallèle, évidemment, pour aller chercher l'information, mais voilà.
Donc il est important d'avoir ce modèle de répartition globale de toutes les tensions et surtout de le visualiser dans vos têtes pour vous dire que tout parle avec tout. Il y a une histoire de c'est cross-talk. Ça veut dire que les cellules, elles font de la communication, elles parlent entre elles. Elles font de la communication entre elles. Les neurones parlent, les cellules parlent, tout parle. Il y a un langage incessant dans le corps qui dépend de l'environnement. Le corps va toujours chercher à s'adapter. Bon gré, malgré lui. Et donc le cerveau humain, c'est un système heuristique. La mémoire est prédictive. Ça veut dire que le cerveau, il met en place des hypothèses et il dit tiens, ça c'est probablement ça, ça c'est probablement ça. Et il ajuste le comportement de manière automatique, d'une manière très logique et implacable, avec sa carte mentale. Parce que ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau. D'accord ? Et donc les articles que je vais publier là, que j'espère publier, je vais essayer de fusionner un modèle de sécurité biologique par rapport à la douleur que j'ai déjà mis en place et je vais essayer de le fusionner sur un modèle de potentialisation à long terme. C'est-à-dire que l'élément de base de l'influx nerveux, c'est le potentiel d'action. Et le point trigger, c'est un potentiel d'action piégé. Donc inutile de dire que sur les imageries, on ne voit pas les points trigger. Inutile que la douleur, elle n'est pas visible sur une imagerie. Que la douleur, elle est subjective, mais ce n'est pas parce qu'elle est subjective qu'elle n'est pas réelle. Il y a des dos éclatés qui font pas mal et des dos brisés qui font... Tu vois, la douleur n'a rien à voir avec ce que tu vois à l'imagerie. Tu peux avoir des articulations éclatées, pas avoir de douleur, et des scolioses et pas avoir de douleur, et ne pas avoir de scoliose ou peu d'asymétrie, et avoir mal. Parce que c'est une histoire de mouvement, de sensation, de mémoire de tension, de sensation, de mémoire de tension du système. Donc un problème vasculaire, nerveux et hormonal en même temps. Et donc il faut avoir cette compréhension. Sachant que le cartilage des articulaires postérieurs, et donc du dos et de la hanche, de l'acétabulaire, n'est pas énervé. Et donc il est insensible à la pression, techniquement il ne peut pas être douloureux. Donc l'arthrose c'est pareil, c'est un business. Vous êtes face à un business où on va donner des anti-inflammatoires aux gens, alors que les anti-inflammatoires de synthèse sont néfastes pour la croissance musculaire, alors que le meilleur moyen de soutenir une articulation et éviter son arthrose, son usure prématurée, c'est de renforcer et d'équilibrer la musculature autour. Et donc il va falloir faire un travail de relâchement, mais surtout d'hypertrophie et d'hypertrophie fonctionnelle. Et donc le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Mais pour ça, faut-il pouvoir le mobiliser, c'est-à-dire le percevoir consciemment. Donc la douleur chronique, c'est un problème de conscience, c'est-à-dire qu'on est dans un état de conscience altérée. J'entends, c'est une réponse dysfonctionnelle du système nerveux face au stress. Donc le potentiel d'action, c'est l'élément de base de l'influx nerveux. Et donc on est sur une histoire de réflexe. Le point trigger, c'est un potentiel d'action piégé. Donc imagine que la gazelle, elle court. Il y a un lion qui vient et qui fait peur à la gazelle. Et donc son réflexe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met en boule, elle se tétanise. Et imagine que des hyènes viennent faire fuir le lion. La gazelle, elle voit que le danger est passé, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tremble, elle décharge son système nerveux autonome. Les humains, on n'a pas accès à cette zone. On ne peut pas décharger notre système nerveux autonome comme un animal, c'est trop primitif. Et donc, on va se douter qu'il va falloir faire des ponts par l'expérience et faire preuve d'ingéniosité et parler le langage du corps. Et le langage du corps, c'est pas la chimie de synthèse de merde, c'est l'émotion. Et quand je parle d'émotion, je ne parle pas de la vie est dure, je parle d'apprentissage émotionnel. Donc, tu vois, je suis certainement le seul fasciathérapeute qui parle jamais de fascia et qui sort pas d'une école de fasciathérapie classique. Donc, bien sûr que j'ai mes détracteurs. Bien sûr que j'ai mes détracteurs, vous imaginez bien qu'on est face à des gens qui pourtant oublient que la fasciathérapie n'est pas une technique référencée, que les kinés ont le droit de faire de la fasciathérapie dans le sens structurel, même si voilà, n'est pas dans le sens fonctionnel. Donc, je vous invite à venir me voir en formation pour que je vous explique les différentes nuances. Mais dès que techniquement vous allez faire une pression d'environ 5 grammes pendant minimum 90 secondes, c'est de la fasciathérapie. Donc je vous invite à regarder Ida Rolf, et je vais paraphraser Ida Rolf quand elle dit que peu importe comment on nomme quelque chose et qu'il y a une histoire de dissolution des tissus, d'hydratation des tissus, etc. Peu importe la méthode, ce qui compte c'est le résultat. Et que pour moi ça ne serait pas une première intention, c'est que la base c'est évidemment de comprendre que le fascia unifie toutes les cellules,
qu'on est sur un souci proprioceptif, que le fascia vibre à une tension de 1100 km/h et qui communique 24 fois plus vite que le système nerveux. Et donc le corps a son intelligence. Et moi je casse le fascia, je vais tout de suite dans la biologie cellulaire. Parce que le fascia, moi j'en parle jamais, je parle tout de suite de cellules. Parce que quand on regarde, et je vous ferai une vidéo que sur les cellules, de toute façon, pour que vous ayez une connaissance solide en biologie cellulaire, pour moi on ne peut pas aller plus loin que la cellule, l'atome, l'ADN. Moi je suis plus dedans maintenant. Bon après, bien sûr, la mécanique pure et dure, c'est mon dada aussi. Mais vous voyez, la mécanique cellulaire, la mécanique musculo-squelettique, il faut casser les modèles, il faut les mettre ensemble. C'est qu'on voit que la cellule, c'est un petit humain. Et que c'est la membrane cellulaire, la membrane plasmique, qui intègre ce comportement cellulaire. La cellule, elle bouge, elle digère, elle respire. Il y a une respiration cellulaire, elle respire de l'oxygène. L'oxygène capte l'information nerveuse, le sang la redistribue. Et donc, elle convertit ça en CO2 et en molécules d'eau. Donc, la respiration, c'est quelque chose de capital et de sous-estimé pour les thérapeutes. Et je ne parle pas de sophrologie, je parle de respiration clinique, c'est-à-dire la respiration tridimensionnelle, ce qui est physiologique et ce qui ne l'est pas. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur la respiration tridimensionnelle. D'accord. Apprendre à bien respirer de manière physiologique. Donc la respiration, c'est capital. Les orientaux disaient que c'est la monture de l'esprit. Et ils ont tout à fait raison. Donc, c'est difficile pour moi, je vous jure, c'est très difficile pour moi de rester synthétique. C'est très très dur. C'est très très dur. Et donc, on va avoir ce truc-là de respiration, ce truc-là de conscience de soi, ne pas oublier qu'on est des êtres quantiques. Donc je ne me prenais pas pour le New Age, je suis contre le New Age et tout. Mais voilà, n'oubliez pas que la cellule, c'est comme un petit humain, qu'elle parle, ça communique comme je l'ai dit, qu'elle va être dans son environnement, qu'elle peut se déplacer, qu'elle a des petites mains, qu'elle peut mettre des choses dans elle, les sortir dans elle, qu'elle a une batterie, c'est l'ATP, que le point trigger est une crise énergétique de l'ATP. C'est la crise énergétique elle-même, le point trigger. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et que je me suis beaucoup penché dessus. Donc pour comprendre la douleur, il faut évidemment comprendre ce que c'est un point trigger. Donc John Kennedy, qui avait des gros problèmes de dos, ils n'arrivaient pas à le soulager. Et tu as deux médecins, Janet Travell et David Simmons, qui sont arrivés à la Maison Blanche, et c'est devenu les médecins officiels de la Maison Blanche grâce à ça. Ils ont découvert sur les points triggers. Et donc les points triggers, comme je vous l'ai dit, c'est pas des spasmes, c'est pas des tendinites, c'est des contractures localisées permanentes. C'est une dysfonction de la pompe à calcium et il y a une perte de libération d'hormones et donc une perte de feedback neurologique. Et ce qui fait le lien entre le muscle et ton cerveau, c'est l'acétylcholine, la neuromédiation entre le système nerveux autonome et le système nerveux central. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire. Et donc, tu as toujours ce chemin cerveau-intestin, cerveau-intestin, cerveau-muscle, cerveau-muscle, cerveau-peau-muscle, cerveau-muscle-peau. Moi, l'épinière, ça relaie. Et donc, il y a vraiment cette histoire d'interconnexion et de lien fonctionnel. Moi, j'essaie de synthétiser un maximum. Il faut que ça soit simple. On a des choses complexes qu'il est essentiel de synthétiser, aussi bien pour les professionnels de santé qui sont hyper spécialisés, mais pas assez justement global. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire de lien, que je tente de faire ardemment. Et donc, ils sont arrivés, ils ont réussi à le soulager, et c'est devenu les médecins officiels de la Maison Blanche. Donc, le point trigger, c'est une petite fonction de la pompe à calcium. Le calcium, c'est ce qui fait que ça contracte le muscle. Le magnésium, c'est ce qui fait que ça relâche le muscle. Et donc, le potentiel d'action est piégé. Pour vous faire simple, le muscle il peut être ou contracté ou relâché. Donc, il a deux états intrinsèques, deux états extrinsèques, contracté, relâché, étiré, raccourci. Seul l'état contracté du muscle coupe le signal du fuseau neuromusculaire. C'est-à-dire que le muscle, le meilleur moyen de se relâcher, c'est qu'il se relâche sur lui-même avec sa propre force. C'est que, à force d'être en immobilisation forcée à cause de la douleur, le muscle est tellement faible qu'il ne peut pas se dégager. Il ne peut pas trembler comme la putain de gazelle, en gros. Donc le muscle, là, comme il y a une perte, le cerveau ne sait plus ce qui fait partie de lui, il ne peut pas mobiliser le muscle. Il n'arrive pas à le chercher. Donc tu as ce truc-là, que le corps ne sait plus ce qui fait partie de lui. C'est que la sensibilisation commence de manière périphérique, par un membre qui n'est plus perçu correctement, un stimulus négatif répété trop long, et ça finit par sensibiliser le cerveau. Et donc la douleur chronique, comme la fibromyalgie, c'est des points triggers en cascade, c'est des algies en cascade, c'est pas un tableau clinique la fibromyalgie, je suis désolé. C'est qu'on a des schémas moteurs compensatoires pathogènes, des réflexes d'asymétrie tonique posturale, des
des dominances des synergistes en cascade, et ça part en cacahuète, des inhibitions motrices en cascade, et ça part en cacahuète de toutes les sortes. Donc le point trigger, c'est une inhibition motrice. C'est que j'arrive pas à activer le muscle. Donc toujours les fondamentaux. Je mobilise, j'active le muscle et je l'intègre. Et là, il est désintégré, il n'est plus là. J'arrive même pas à le mobiliser, à le recruter correctement. Donc quand je vais faire, donc on nous dit souvent le traitement c'est le mouvement dans les cabinets de kiné, les docteurs. Moi je rajouterais derrière, mais pas n'importe comment. Parce que tant que le schéma moteur c'est pas le bon dans mon cerveau, je vais toujours chercher le mauvais schéma moteur. Et donc il est essentiel de savoir ce que c'est un point trigger réellement. Et donc le point trigger, c'est une sensibilisation centrale du réflexe de retrait. C'est-à-dire que je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du feu, il s'enlève tout seul. Et le réflexe de retrait, il est aussi appelé réflexe de paralysie par la peur. Et donc, on est sur un apprentissage émotionnel. Comme la gazelle qui se paralyse. Vous comprenez l'importance de comprendre ce que c'est? Donc l'humain, il doit survivre. Il doit survivre et il doit s'adapter. Et donc quand le stress est trop long, parce que le stress est bénéfique, c'est le stress prolongé qui est néfaste, eh bien, il y a une rupture de lien fonctionnel, il y a un choc spinal. Et donc le cerveau finit par fatiguer et il n'arrive plus à freiner les informations qui montent le long de la colonne vertébrale. Danger, danger, et c'est trop long. Et il part en confusion corticale. Et qu'est-ce que c'est cette confusion corticale? C'est une dissociation cognitive. Et donc c'est normal de se sentir dépressif, anxieux, d'avoir des altérations de la mémoire, du sommeil, quand on a des douleurs chroniques. C'est parce que le cerveau, il n'est jamais au repos. Il est en hypervigilance. Et donc le point trigger, c'est ce qu'il fait. Le point trigger, il va faire merder cette théorie, cette porte de la douleur, cette gate control, donc la neuromatrix de Ronald Melzack. Donc on voit vraiment que le cerveau, il y a cette réalité virtuelle. On peut le considérer, le cerveau est capable de faire de la synesthésie, de mélanger les sens. Et après il dit, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau. On peut dire que les couleurs n'existent pas, que c'est des ondes qui se réfléchissent. Et donc que la peau est le capteur goniométrique des articulations. Et donc quand on parle de douleur courte, on parlerait de fibre delta, fibre nerveuse delta. Et piqûre, douleur courte, aïe, aïe, aïe. Et quand on parle de douleur longue, on parle de la fibre C. Douleur continue, incertaine, diffuse. Là, c'est ultra aigu. Là, on est sur la fibre C. La fibre C, elle est liée à quoi? Au nocicepteur TRPA1, TRPV1. Les deux se co-expriment. Pression, capteur de stress mécanique et chimique. Capteur de pression barométrique. Et c'est pour ça que je t'appuie ta mal. Et TRPV1, température. Donc vous avez toujours ce truc-là, température, pression. Donc la peau, elle focalise en superficie tout ce qui se passe en profondeur. Et donc la peau, elle possède la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. La peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. La peau, elle est tellement intelligente qu'elle est capable de faire des traitements de calcul, et donc elle a une mémoire, des traitements de calcul en exploitant la géométrie des objets, de traiter l'objet, il est comment, de manière complexe, il est carré, il est triangle, etc. La peau, elle est ultra, ultra intelligente, comme chaque cellule. Chaque cellule, c'est comme un petit humain. N'oubliez jamais ça. La cellule, elle a un comportement qui est intégré dans sa membrane. Et donc, c'est la peau. La peau intègre le comportement. La peau de la cellule, la membrane, intègre le comportement. Si j'enlève le noyau cellulaire, la membrane, la cellule continue à avoir un comportement cohérent avec les autres cellules et à fonctionner. Elle ne pourra juste pas se multiplier. La peau, c'est pareil. Elle a cette capacité d'intégration. On parle de toucher affectif. Donc les Chinois, ça fait 4000 ans qu'ils savent qu'on a ce toucher affectif, que la peau, c'est très important au niveau neurologique, que si on veut taper dans un cerveau, refaire un souvenir, c'est l'intestin ou la peau. Et ils ne le prennent pas en compte. Ils ne touchent personne, ils ne prescrivent pas des plantes, ils ne vont pas voir le terrain microbiote, etc. Il y a un réel déni, en oubliant que la sérotonine, ce n'est pas que l'humeur, c'est surtout le tonus vasculaire, et que l'intestin synthétise 95% de cette sérotonine. Et que la sérotonine, c'est ce qui va agir sur le crêpe, qui est le facteur universel de transcription de tous les souvenirs, et donc du mouvement, et donc la douleur, c'est un problème de mouvement, c'est une perte de mobilité. Donc on est sur un mix entre Parkinson et Alzheimer en réalité. Donc le muscle n'arrive pas à se dégager, vous comprenez ça. Malheureusement, il n'y a pas de spécialiste des muscles. Donc il y a des choses qui sont tentées en neurosciences cognitives, notamment avec tout ce qui est trauma, EMDR, etc. Mais l'approche est incomplète.
hypnothérapie, hypnose, psychologie, psychothérapie, c'est bien, mais c'est incomplet. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, putain. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intégration à long terme. Vous comprenez? Le massage, l'étirement, c'est pas un traitement. Le massage, l'étirement, c'est de la mobilisation, mais c'est pas actif. Tant que vous ne refaites pas le lien cerveau-muscle, vous n'allez jamais guérir une douleur chronique. Je vais fort, guérir une douleur chronique. Parce que vous n'arrivez pas à faire des ponts par l'expérience. Sachant que la douleur chronique, c'est une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Donc il n'y a que le mouvement. Si c'est le mouvement, dès qu'il y a un stress, peu importe lequel, il y a un syndrome général d'adaptation quand il est trop long. Et donc, c'est une immobilisation forcée. Si j'empêche quelqu'un de bouger, un animal de bouger, ça va le stresser et il va merder au niveau neurobiologique. Je prends un chat, je le mets en mort cérébrale. Le genou du chat, je le force à se plier. Le genou du chat, il résiste pendant un temps. Mais quand c'est trop long, le genou du chat, il se plie comme une lame de canif et il n'y a pas de retour. Et ça, c'est un réflexe d'inhibition autogénique qui trouve sa source dans le tendon, qui découle lui-même d'un réflexe d'étirement hyperexcitable de l'antagoniste. Sachant que les muscles antagonistes, c'est les muscles antigravitaires. Et ça, c'est fondamental. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur les muscles. Vous avez toujours des couples de force qui merdent en même temps, ensemble. Donc déjà, c'est pas le muscle tout seul qui souffre, c'est le couple de force. Donc l'antagoniste, c'est le moteur. L'agoniste, c'est le moteur. L'antagoniste, c'est le frein. Moteur-frein, moteur-frein. Et donc, vous avez toujours cet équilibre statique et dynamique. Si un des deux merde, la moindre déséquilibre musculaire, tu es sûr que le couple il merde entier. Et donc la chaîne dans laquelle il est imbriqué. Parce que vous êtes sur des chaînes myofasciales, des chaînes neurophysiologiques qui montent, qui descendent, qui se croisent, ça part de tous les côtés, profondeur, superficie, ça part de tous les côtés. Et donc, tu vois, tu es face à un syndrome général d'adaptation. C'est que d'abord, la sensibilisation, elle est périphérique. Et donc, ça finit par sensibiliser le cerveau. Donc, il y a une phase d'alarme, le cerveau détecte un danger. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de faire face. Il voit que c'est trop long. Il résiste, mais il voit que c'est trop long parce qu'on ne s'est pas dégagé de ce stimulus négatif, sensation négative. Et du coup, il y a une sensibilisation. Et là, on a un effondrement physiologique. Et donc, tous les neurotransmetteurs dans le cerveau se cassent la gueule d'un coup. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être super large. Et donc, je vais être clair, la douleur chronique, c'est comme quelqu'un qui sort de la guerre, qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale ou quoi. C'est quelqu'un comme ça. Donc, les médecins, les kinés, etc., ils ont raison sur certaines choses, mais il manque de nuances et il manque de pertinence dans la précision de leurs informations. C'est que oui, il y a des gens qui développent de la kinésiophobie. J'ai peur de bouger. Mais il y en a certains qui ont vraiment mal quand ils bougent. C'est qu'il y a des positions de déclenchement à la douleur parce que vous comprenez que le muscle il est figé, il ne bouge plus. Donc les algorécepteurs dans les tissus conjonctifs, ils sont étirés et ils envoient des influx nerveux douloureux. Donc on se demande pourquoi il y a pourquoi ça s'appelle masseur kinésithérapeute alors qu'il masse personne ou traite de manière superficielle. Il va falloir masser. Tu vois, je suis un fasciathérapeute, mais je suis quand même couche par couche. Moi, j'hésite pas à aller en profondeur quand il faut aller en profondeur. Massage transverse profond, de Cyriax particulièrement. Je suis fan de ça. Je bosse presque que comme ça d'ailleurs. Parce que tu es sur un souci de sang où il faut casser les adhérences et il faut amener du tissu mou. C'est un mal qui fait du bien. Le problème, c'est pas la douleur, encore une fois. C'est le schéma moteur compensatoire. Donc vous voyez, une fois qu'il y a cette sensibilisation, il y a un choc spinal au niveau de la moelle épinière. Et donc là, le cerveau, il est en cacophonie. Et donc, on est sur un arc spinal auto-perturbé, auto-parasité, auto-entretenu. Et donc, vous avez des points triggers dans le tableau clinique, mais ce n'est pas le tableau clinique. Vous êtes sur des étiologies d'origine fonctionnelle. Et donc, quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes des douleurs. Vous êtes ou face à un déséquilibre musculaire, et ou un déséquilibre postural, et ou une raideur articulaire, et ou une hypoextensibilité locale. Ça veut dire que ce qui fait mal, c'est ou l'étirement des hypoextensibilités locales. Là où hypoextensibilité, ça veut dire que ça ne bouge pas, c'est hypoélastique, c'est collé, c'est épaissi, c'est collé, c'est hypertonique, c'est de la merde. C'est de la merde. Ou c'est une hypermobilité en réponse à une rétraction à distance.
Et donc raideur articulaire, vous avez tout ce qui est défaut de glissement de surface, mais si je suis un ostéo, je te craque et que ça revient 2 jours après, c'est que forcément, il faut relâcher la musculature autour. Et que moi, je suis pas contre, mais je suis pas fan non plus du thrust articulaire. Je suis pas ostéo, je suis pas chiro, j'ai pas le droit de craquer les gens. Par contre, il y a des mythes dans l'ostéopathie et la chiropraxie, c'est capable de certaines choses, mais il y a certaines choses qui sont erronées. Le truc de l'intégration, c'est des conneries, il n'y a pas d'intégration, je suis désolé. C'est pas parce que il y a un trust, un crack, que la manipulation a marché, c'est pas pour ça que ça n'a pas marché non plus. C'est pas un indicateur clinique le crack, de toute façon. C'est pas un indicateur clinique. Sachant que j'aime bien l'ostéopathie, la chiropraxie, mais le risque n'est pas de zéro. Vous avez certains cas où vous pouvez avoir des AVC, et je pense que malgré tout, pourtant j'ai des amis ostéos, des chiros, ils m'ont beaucoup aidé quand j'étais trop aigu pour des douleurs à moi. Je sais qu'ils aident beaucoup de gens, et c'est super, hein. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux parce que le système numéro 1, c'est pas le système ostéo-articulaire, c'est le système myofacial. Et donc vous êtes toujours sur le modèle de Panjabi. Vous voyez l'importance des modèles. Le modèle de Panjabi, c'est système nerveux central, forme closer, système myofacial, force closer, et système ostéo-articulaire, forme closer. La force, la forme, et le système nerveux central qui régit tout le système. Et là, vous êtes sur mon modèle à moi, je me suis inspiré de ça forcément, sur mon système de tenségrité biologique, qui plus tard, je l'espère, je réussirai à faire un modèle fusionné de potentialisation à long terme, c'est-à-dire de retenir une information pour toujours, qu'elle soit... Si on peut sensibiliser un cerveau avec une expérience négative, moi je pense qu'on peut le sensibiliser avec une expérience positive. Mais pour ça, il faut qu'elle présente 3 facteurs, et je vais vous les expliquer. Vous comprenez la complexité, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et donc, vous avez ces soucis de proprioceptivité, sachant que la proprioception est une excitation du corps à lui-même. C'est vraiment, vous avez ce truc-là où le cerveau a merdé et il ne peut plus revenir en arrière. Comme le chat qui a merdé et qui ne peut plus revenir en arrière. Son genou s'est plié et puis c'est tout. Comprenez bien que le muscle, c'est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Et donc, par rapport à ces 4 étiologies, si j'étais un ostéo, je te craque, si ça ne revient pas, tant mieux. Parce qu'il y a eu une action, ou un chiro, il y a eu une action sur le système nerveux. C'est que ça a réinitialisé les mécanorécepteurs au niveau articulaire, les capteurs de position, etc. Donc, vous voyez que le corps humain va prendre ces informations de tous les capteurs. Donc moi, mon numéro 1, que je mets tout en haut de l'échelle, c'est la peau. Vous êtes sur des capteurs de support. Les pieds, bon moi les pieds je suis surtout la hanche, parce que les pieds c'est qu'une projection du bassin sur terre, même si les barorécepteurs sont très importants, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des priorités, et la priorité c'est le putain de bassin. Parce que le centre de l'équilibre humain il est au-dessus du nombril, on est sur un système de gravité, équilibre-gravité, il est au-dessus du nombril, on parle de là, et après on voit autour. Et donc le ventre, moi, je le mets dans le bassin dans le sens où vous êtes sur un complexe articulaire interdépendant, la hanche, le pelvis, le rachis lombaire. Et donc le ventre doit être mou. Le ventre, c'est l'intestin, le vrai cerveau, le psoas qui protège l'intestin, etc. Et donc, vous voyez que ces étiologies, elles peuvent être toujours ensemble. Donc vous avez les pieds, donc podospinal, réflexe podospinal, etc. Vous avez les articulations, mécanorécepteurs, la peau, le capteur goniométrique des articulations. Vraiment, où est quoi dans l'espace, qu'est-ce qui fait partie de moi. Peu importe où ça a merdé, la peau, elle va résonner dessus. Elle va dire ce qui ne va pas dessous. Il y a un réflexe néocutaviscéral sur la peau. La peau, écoutez bien ce que je vais vous dire. La peau, c'est le réel lien psychocorporel du corps humain. Il y a la vasomotricité, le sang de la peau. Et les traditions prophétiques musulmanes et la médecine chinoise l'avaient très bien compris. Sansu, Ijama, ventouse, etc. K-tape, le docteur Kenzo Case avec le K-tape, tu sais, les bandés sportifs sur la peau. On a longtemps pensé que ça augmentait la force, mais ça augmente juste de 4 millièmes de seconde l'activation musculaire. Parce que le fait qu'il y a un toucher, ça aide mon cerveau à retrouver plus le chemin. Il y a un truc kinesthésique, ça s'appelle le sens du toucher. Vous comprenez ça ? Donc c'est pour ça que je vous parle d'ingéniosité et de voir le corps comme un super programme informatique. Mais on n'est pas sur des 0 et des 1. C'est un peu plus complexe que ça, même si on a tendance à le faire. Et moi-même, des fois, j'ai tendance à le faire. On est plus
et c'est comme ça que j'ai fait mon modèle à moi, on est sur un système heuristique de type cellule logique, c'est-à-dire et, ou, oui, non. Quelle fonction je fais? C'est ça, suivant la prédiction. On pense le futur avec des souvenirs anticipés. Le mouvement, il est comment? Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace autour de moi? Comment le trauma s'est impacté dans mon système nerveux? Donc le ventre, je rappelle, il y a 200 millions de neurones. L'intelligence d'un chien ou d'un chat. Le chien le plus intelligent, il peut retenir jusqu'à 1000 mots. Le border collie, imagine l'intelligence d'un ventre. Parkinson, le mec tremble, on a tendance à penser que c'est le cerveau, mais pas que, c'est surtout l'intestin. C'est une protéine de l'intestin qui remonte le long du nerf vague et qui vient faire merder le cerveau. Vous êtes sur un souci de dopamine, mais pas que, protéine tau, etc. On retrouve la même protéine dans certaines formes d'Alzheimer, protéine tau, protéine bêta-amyloïde pour Alzheimer. Et si tu regardes les personnes âgées qui ont Alzheimer, bah souvent elles ne dorment pas. Et donc les protéines s'agglutinent dans le cerveau et ça finit par merder. Le sommeil, écoutez bien ce que je vais vous dire encore. Le sommeil, c'est le médicament numéro 1. C'est le médicament numéro 1. Le sommeil, c'est le rêve particulièrement, c'est la zone de résolution de conflits. Sachant qu'une pathologie, c'est une zone... La pathologie, c'est un conflit non résolu en attente de solution. Système heuristique. Et il ne trouve pas. Donc il faut l'aider. Il faut aider l'environnement. Parce que le système de sécurité biologique est un système autocontraint. Donc il faut lui enlever la contrainte pour qu'il puisse se régénérer tout seul. Et les ostéopathes anglais disaient, pour traiter le problème primaire, traiter le problème secondaire et le problème primaire va se régler de lui-même. Et je pense qu'il faut penser comme ça. Il faut penser de manière multifactorielle. Parce que n'importe quelle pathologie, quelle qu'elle soit, elle est multifactorielle. Donc à partir du moment où, par exemple, les personnes âgées ne dorment pas, le système lymphatique ou moins, le système lymphatique se met en place. Et moi, je pense que même le manque de sommeil peut amener des schizophrénies par rapport au cannabis. Parce que le cannabis va être mauvais pour le rêve. Sommeil, etc., paradoxal, ça va pas être ouf. Et donc, du coup, moins on va rêver, moins je vais réussir à résoudre mes soucis inconscients, parce que moins le cerveau va pouvoir être dans un état hyper associatif. C'est que quand on rêve, les yeux bougent, et à ce moment-là, l'hippocampe et le cortex marchent de manière séparée, et le cortex, il est dans un état hyper associatif. Il imagine les scénarios possibles. Peut-être que, il cherche une solution. Il fait appel à sa créativité. Et donc au cortex insulaire qui lui-même régit les émotions, les commandes prémotrices, le langage, la conscience de soi, l'évaluation de la douleur. L'évaluation de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau, la pression sanguine, la vessie qui s'ouvre, qui se ferme et qui supporte le rôle des neurones miroirs. D'accord. Donc, dans l'intestin, vous avez tous ces neurones. Dans le cœur, vous avez des milliers de neurones. Donc, il y a plein d'histoires aussi de transplantation cardiaque où on transplante des cœurs à des personnes et ils ont des souvenirs qui ne sont pas les leurs. Ils ont des goûts alimentaires qui changent, des humeurs qui ne sont pas les leurs, des rêves, etc. Le cœur ressent. Le cœur, c'est déjà un cerveau, c'est un mini-cerveau. L'intestin, c'est le cerveau 1, le cœur, c'est le cerveau 2. Et moi, j'aurais tendance à mettre le cerveau en 3. Le vrai cerveau en 3, le cerveau crânien en 3. Parce que le cerveau ne génère pas l'information, il fait que la traiter. Des milliards de neurones, mais ici, je suis déjà protégé par la boîte crânienne. Le cœur, je suis déjà protégé par le thorax. Le ventre, je suis protégé par quoi? Par le psoas. Vous vous rappelez? La gazelle qui se met en boule quand il y a un danger. En tétanie. Boum, les animaux qui se mettent en tétanie. Les humains qui se mettent en tétanie. Réflexe archaïque de la position fétale. Spasticité. C'est-à-dire réflexe l'exagération des réflexes tendineux et proprioceptifs. Hypertonie, je me recroqueville. Je m'ouvre au monde, je me ferme au monde pour me protéger. Vous avez toujours cette posture de défense. Les muscles ont des postures, les tendons ont des postures, la cellule a une posture de défense, etc. Et donc de combat, de fuite, etc. De cherche une solution de manière permanente. Et donc, quand on a mal trop longtemps, le cerveau met en place une stratégie d'évitement de la douleur. Il va chercher des muscles inappropriés parce que les autres sont plus perçus correctement, parce qu'ils sont dans une zone où ils détectent un danger, ils font un tampon énergétique par rapport à un stimulé négatif, et donc il y a une suractivité musculaire, une diminution du débit sanguin, et donc il y a une accumulation de métabolites acides, et donc le réflexe finit par merder. Et ça, c'est le neurone WDR qui fait ça, le Wide Dynamic Range.
neurone à large plage dynamique, qui possède une sorte d'enroulement, qui répond à qui répondent avec un potentiel d'action aussi accru. Ça veut dire qu'il est capable un peu, si tu veux, d'exagérer pour que ça atteigne plus vite. Il est capable de parler avec la moelle épinière sans avoir besoin de commande du cerveau ni de retour d'information. Donc tu vois que le corps a déjà ses préceptes de défense au niveau très primitif. Parce que la logique, elle est potentiellement trop longue et donc potentiellement trop dangereuse. Qu'est-ce qui fait la logique? C'est toujours ce cortex insulaire, ce cortex préfrontal. Et donc, ce qui est le plus développé dans un humain, au niveau de son cerveau, par rapport aux animaux, c'est le cortex préfrontal et le striatum, qui baignent dans l'ocytocine et la dopamine. Donc, le cerveau humain, c'est une espèce à dominance dopaminergique. La dopamine, c'est pas que la motivation, sachant qu'il faut une motivation pour faire un mouvement, pour apprendre quelque chose, mais c'est aussi l'évitement actif de la punition, la planification dans le futur, le contrôle moteur fin, etc. Et le plaisir, circuit, récompense. D'où l'importance qu'on peut apprendre que si c'est positif émotionnellement. Et l'ocytocine, la tendresse, etc. Donc vous voyez l'importance de la caractéristique humaine dans le sens grégaire, coopération. On a toujours ce truc-là miroir. Sachant que le ventre peut vivre sans le cerveau crânien. L'inverse n'est pas possible. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Donc la psychologie de Freud va te faire foutre un peu. Freud à la poubelle. Il a empoisonné les écoles de médecine qui marchent de partenariat avec les antidépresseurs de synthèse qui ne vont pas créer des nouveaux souvenirs, qui vont empêcher la personne de souffrir, sachant que le corps souffre quand même. La personne ne souffre pas consciemment, mais le corps souffre de manière permanente. L'arc spinal perturbé, la mauvaise information, elle reste engrammée dans le système nerveux parce que l'environnement n'a pas changé. Il y a toujours autant d'acide, le muscle ne s'active toujours pas, les nocicepteurs et les neurones sensoriels, ils ont des seuils de décharge et là il est trop bas en fait. C'est que ça a pris un choc et donc le seuil de détection est trop bas. Il y a vraiment cette sensibilité à l'audinie, etc. Cette hyperactivité, hypervigilance, etc. qui va avec. Et donc le cerveau, vous voyez, pour visionner vraiment, quand je vous ai dit que toutes les hormones se cassent la gueule d'un coup, vous avez vraiment le GABA, qui est le principal neurotransmetteur, qui est très abondant, qui est le seul qui est toujours inhibiteur, qui vient freiner et relaxer le cerveau. Donc je pourrais vous conseiller quelques plantes, quelques compléments pour agir dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il va marcher en concurrence avec le glutamate, et vous avez toujours ces histoires de concurrence dans le système nerveux et dans le corps humain. Il y a toujours une histoire de concurrence. Vous êtes toujours sur ce que j'ai noté, c'est qu'on est toujours sur des systèmes binaires par essence instables. Il n'y a pas de consensus possible. Il y aura toujours un système qui tentera de remplacer l'autre. Et vous êtes dans des trigonométries et des systèmes binaires imbriqués. D'accord. De ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment d'être ça. Donc il va marcher en concurrence avec le glutamate qui va exciter, qui est aussi qui est excitant, qui est excitateur. Sachant que tout n'est jamais aussi simple, vous avez toujours des nuances, évidemment. Et donc, vous avez l'acétylcholine, je vous ai dit, qui fait la mémoire, la contraction musculaire et l'apprentissage, c'est le même. Vous voyez l'importance? Parce que le mouvement, c'est intention, planification, exécution. Faut-il que je puisse pouvoir le planifier pour pouvoir l'exécuter correctement? Et donc c'est ça, il y a un souci de visualisation. Et donc l'importance de la visualisation mentale et d'avoir conscience de ce qu'on fait devant un miroir, de se contrôler au niveau de la posture avec un balai, le sol, comme je vous ai montré dans toutes mes vidéos d'exercice, et de penser en termes d'apprentissage. Vous avez la dopamine, je vous l'ai dit, vous avez le cortisol, l'adrénaline, tout ce qui fait stress, etc. Vous avez, je l'ai dit, l'acétylcholine. Vous avez, voilà, de manière principale, vous avez la sérotonine, pardon. Vous avez la sérotonine, mais en vrai, il y a une centaine de neurotransmetteurs, et certains, je pense même certains, on ne les connaît pas, mais je sais qu'il y a beaucoup plus que les neurotransmetteurs qu'on connaît. Donc il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. Ce qu'on connaît, c'est les plus répandus, les plus abondants en fait. D'accord. Et donc, comme je vous le disais, la sérotonine, c'est l'intestin. C'est l'intestin, et donc vous êtes aussi sur le tonus vasculaire. Mais ce n'est pas qu'une histoire de matériel, c'est une histoire d'utilisation.
C'est qu'on a beau avoir le matériel, si j'ai pas la bonne utilisation, parce que j'ai pas le bon mouvement, j'ai pas la bonne expérience de vie, je vais pas savoir m'en servir. C'est pas qu'une histoire de terrain, c'est une histoire de fonction et donc d'utilisation. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Tu vois ? C'est que vous avez toujours ce bordel-là, où vous avez le système nerveux, vous avez le nerf vague, sensation de douleur, mastication, vision, sens du toucher, qui va nerf trijumeau, pardon. Vous avez le nerf trijumeau qui fait vraiment sensation de douleur, mastication, vision, sens du toucher qui va marcher en concurrence avec le nerf vague. Nerf trijumeau versus nerf vague. Nerf vague, régénération, repos. Et on parle beaucoup du nerf vague, mais on ne parle pas souvent du nerf trijumeau, bizarrement. Et donc, pour moi, il faut un peu jongler sur les deux. Il faut un peu penser au niveau du corps. Qu'est-ce qui est intégrable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelle fonction on cherche à faire, sachant que le stress est bénéfique. Il faut doser la contrainte pour permettre une nouvelle adaptation et modifier le comportement à long terme. Tu vois ? Donc, imaginez comment une information, elle est intégrée. Quand il y a une émotion négative, ce qui s'allume dans le cerveau, c'est l'amygdale. L'amygdale danger, l'alarme du cerveau. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très émotionnel. Vous avez entre les deux l'hippocampe. L'hippocampe qui s'active quand c'est positif émotionnellement. Mémoire de la spatialisation, du déplacement, souvenirs comparés, mémoire autobiographique, etc. Et donc les chauffeurs new-yorkais ont un hippocampe surdéveloppé à force de retenir les noms des lieux, parce qu'il y a des neurones lieux dans l'hippocampe. Sachant que des nouveaux neurones peuvent être créés à partir de l'hippocampe. Et la douleur chronique, c'est ça. C'est que le cerveau n'arrive plus à créer des nouveaux neurones. Il n'arrive plus à créer des nouveaux circuits, et donc l'apprentissage est impossible. Et donc, l'amygdale, en gros, il est hypertrophié. L'hippocampe et le cortex, il est atrophié. Il y a une perte de connectivité entre ce cortex et cet hippocampe. Tu vois ? Donc je vous ai dit que pendant le sommeil, le rêve, il imagine les scénarios possibles, il fait des pensées en arborescence, donc c'est là qu'on est dans un état hyper associatif. Et quand on arrête de rêver, par contre, le cortex et l'hippocampe, et qu'on continue à dormir, l'hippocampe et le cortex se coordonnent, et là, la mémoire se consolide. Et on répète l'expérience qu'on a fait la journée. Donc le sommeil, il est fait pour consolider la mémoire et apprendre. Dormir pour apprendre, dormir pour oublier. Donc vous êtes sur cette histoire de sélection de signaux que vous avez faite la journée, dans votre expérience de vie. Et donc, pensez en termes de plasticité. Et donc, ce que je vais faire, moi, c'est fusionner un modèle de plasticité, qui est celui de la potentialisation à long terme, sur un modèle mécanique de tenségrité biologique. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est vraiment... c'est assez costaud quand même. Hein. C'est assez costaud ce que je vais tenter de faire. Hein. Et donc, devant, vous avez ce cortex. Ce cortex qui, je l'ai dit, supporte le rôle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est le même système qui code l'action qui le réalise. L'empathie, l'altruisme, la générosité. Je me mets à la place de l'autre. Il a mal, j'ai mal, etc. Et donc, on pourrait penser que le cerveau, c'est le problème dans une douleur chronique, parce que c'est le cas. Mais le cerveau ne génère pas l'information, il fait que la traiter. On a une étude unique dans le monde. Il y a quelqu'un qui a eu l'insula totalement détruite. Dommages bilatéraux, si j'ai bonne mémoire. Et malgré ça, cette personne sent encore la joie et la douleur. Elle ne peut pas dire ça fait un peu mal ou beaucoup mal, elle peut juste dire ça fait mal. Donc le cerveau, il fait que moduler la réponse immunitaire, il la fabrique pas. Il va prendre ces informations de la moelle épinière, et la moelle épinière prend les informations de tout ce qui est mou sans aucune exception. Peau, tendons, ligaments, fascia, nerfs, périoste, muscles, etc. Ok ? Donc, et les points trigger peuvent toucher tout ce qui est mou. Et donc le corps va prendre ces informations de tous les capteurs. Les pieds, la peau, les articulations, je l'ai dit. Mais aussi les yeux, le nez, les oreilles, le goût, etc. Vous êtes sur tous ces capteurs céphaliques. Temporomandibulaire, la mandibule, olfactive, les yeux et les oreilles, d'accord ? Tout ce qui va rentrer, et la peau va intégrer tout ça, quoi, va être un peu le... Si vous voulez, vous êtes sur tous ces capteurs, et après il y a un acheminement compacté vers la moelle épinière, et le cerveau répond. Et le cerveau essaye de comprendre, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et le souci, c'est que quand il y a
une douleur chronique, le cerveau ne sait plus ça c'est ça, ça c'est ça. Il n'arrive plus à dissocier parce qu'il est lui-même dissocié. D'accord? Il ne sait plus où est l'ange gauche, où est l'ange droite, où est le bas du dos, où est ci, où est ça. Le membre n'est plus perçu correctement dans une sensibilisation centrale. Donc il manque ce chemin. D'accord? Donc vous avez vraiment ce truc-là où il faut se servir de l'environnement pour apprendre. Pour apprendre. Et donc apprendre à apprendre. Et donc quand vous avez une douleur chronique, l'amygdale, il a deux voies de projection. Il y a une voie rapide et une voie lente. Et donc dans la voie lente, il va demander au cortex, moi, qu'est-ce que je pense de manière logique et consciente, parce que le cortex, c'est vraiment les processus cognitifs supérieurs, l'intelligence. Et derrière, vous êtes dans tout ce qui est émotionnel, limbique, hippocampe, amygdale, etc. Et donc, quand la douleur elle est trop longue, c'est comme si l'hippocampe a appris quelque chose. Il a merdé. Il n'arrive plus à... Et il a intégré ce comportement de défense. Et l'amygdale lui dit, moi, je ne m'arrête pas parce que là, je pense qu'il y a toujours le danger. Et j'ai intégré le truc. Et à force de fonctionner comme ça. Et donc, il ne prend même plus de passer par la voie lente. Il envoie tout dans la voie rapide. D'accord? Il ne prend même plus la peine de demander, toi, ce que tu penses. Il envoie tout de suite vers la moelle pour avoir le comportement de défense. Ensuite, peut-être qu'il y a un danger, un lion. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et donc vous comprenez bien qu'il va falloir être très... il va falloir parler le langage du corps. Et le langage du corps, c'est la stimulation. Donc une rééducation, c'est quoi? C'est le relâchement, le renforcement et la réadaptation, comme j'en parle tout le temps. Il faut mobiliser la fibre, l'activer et l'intégrer. Hypertrophie fonctionnelle. Donc les fasciathérapeutes, les méthodes machin, les méthodes trucs, les méthodes machin. Je suis désolé. Il n'y a pas d'intégration à long terme. Parce que c'est passif. Il faut un travail actif. Il faut que ça soit fait en conscience. Pour vivre une expérience unifiée. Et faire travailler ce putain de cortex. Parce que le cortex, on l'a dit, c'est la créativité. Et donc le cortex préfrontal, l'insula, va faire les commandes prémotrices et tout ça. D'accord? Et donc, les massages, les étirements ne sont pas mauvais, mais c'est un tiers du travail. C'est que le massage va faire des endorphines, va rassurer le corps, donc c'est bien, c'est de l'inhibition. Mais, comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire travailler la plasticité assez. On ne va pas refaire ces ponts par l'expérience. Et on rappelle qu'il n'y a plus de ponts par l'expérience entre le cortex et l'hippocampe. Donc c'est intéressant de voir que TOC, dépression, douleur chronique, c'est la même impact dans le cerveau. On a cette perte de connectivité dans le cortex et l'hippocampe de la même manière. Une douleur chronique, c'est la même zone qui merde du rejet social, parce que vous êtes sur les neurones miroirs, putain. Et le cerveau n'a plus de réseau en mode par défaut, de phase de réseau en mode par défaut pour réapprendre. Il n'a plus ce mode défaut network. Il est tout le temps... il ne s'arrête jamais. Donc il faut réussir à lui ouvrir des fenêtres en mode réseau par défaut pour lui amener une nouvelle expérience. Donc le sommeil, c'est le pilier. Le sommeil, c'est le pilier. D'accord? Donc regardez le magnésium bisglycinate pour dormir, regardez le pavot de Californie pour dormir, pensez à la sérotonine le matin, ashwagandha si vous êtes une femme, maca si vous êtes un homme par exemple, un adaptogène, une plante qui agit de manière non spécifique, qui va vous aider un peu à résister au stress, à réguler tous ces neurotransmetteurs. Les femmes, je leur conseille souvent de la sauge aussi, par exemple. Et voilà. N'oubliez pas que le massage, l'étirement, c'est pas un médicament. C'est que le massage ne va pas activer la fibre musculaire. Le massage va, vu que c'est pas conscient, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est conscient, mais vu que c'est passif, voilà, c'est plus le mot. Je ne vais pas faire travailler mon acétylcholine, je ne vais pas faire travailler ma fonction musculaire, et donc mon fuseau neuromusculaire, ma boucle neuromusculaire alpha-gamma, qui s'est enrayée. D'accord? Parce que le motonneurone alpha, il passe plus en fait, il est keblo,
il y a une désynchronisation au niveau de cette boucle neuromusculaire dans une douleur chronique. D'accord? Donc, l'étirement, de la même manière, l'étirement n'allonge pas réellement le muscle. L'étirement, parfois, peut faire des charges de compression. Donc, l'étirement, c'est de l'antalgie. C'est pas nul, mais c'est de l'antalgie. C'est que l'étirement fait descendre le signal électrique dans le muscle, le fuseau neuromusculaire. Du coup, mon cerveau le perçoit moins. Et donc, le fuseau, il fuse, il ralentit, mais il ne se coupe pas. Seul l'état contracté du muscle coupe le signal du fuseau neuromusculaire. Et donc il faut réactiver le muscle, putain. Et donc, il faut le faire travailler en conscience, de manière ciblée, en isolation. Parce que la douleur chronique, comprenez bien qu'elle laisse une empreinte dans le cerveau. Donc, je vous l'ai dit, c'est vraiment ce truc-là du rejet social parce que vous êtes sur les neurones miroirs. Et donc, mouvement, coopération, c'est la même chose. C'est que l'environnement est une source d'information directe. D'accord? Donc la peau, elle a, comme je l'ai dit, les nocicepteurs. Donc le TRPA1, il est aussi appelé wasabi récepteur. C'est-à-dire que, comme la moutarde, je m'en vais. Et lui, il a merdé. Le corps ne sait plus qu'il peut s'enlever. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Donc redonnez-lui la mémoire. Donc l'étirement, ça va juste faire de l'antalgie. Donc il faut mieux s'étirer le soir, comme je le dis, à distance de ces séances de renforcement. Sinon, vous allez empêcher le muscle de s'activer. D'accord ? Et donc, bien sûr, il va falloir le renforcer de manière ciblée et intelligente. Donc, en isolation, même si on ne pourra jamais faire vraiment d'isolation parce que tous les muscles sont synergiques. D'accord ? Mais en tout cas, il va falloir les cibler. Reprendre cette sensation du mouvement de manière intelligente pour pouvoir intégrer un schéma moteur. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, je sais qu'en France, et de par le monde, ils aiment bien nous parler de posturologie comme si la posture, c'était les pieds. Mais la posture, c'est pas les pieds, c'est le bassin. Donc vous avez toujours ces brevets, parce qu'il y a des brevets français au niveau des leaders, avec EOS, des machines, etc. Mais pourtant, les études de kinésithérapie nous disent que si on est avec une fausse jambe courte jusqu'à 3 cm, si je suis né comme ça, je vais le supporter. Parce que le pied, il a une posture fonctionnelle et que le problème, c'est pas l'asymétrie, c'est l'asymétrie de mobilité. C'est-à-dire des micro-mouvements instables. Ça bouge trop. Parkinson, blablabla, la douleur. Le couple de force, j'arrive pas à le stabiliser. Arthrose, micro-mouvement anormal. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Je suis où dans l'espace? Et donc même si ça ne se voit pas, les micro-mouvements sont malgré tout traumatiques. D'accord? Donc le sommeil, les exercices physiques et les plantes qui vont être immunomodulatrices. Les plantes. Ou le froid ou le chaud. Ou tout ce qui fait de l'inhibition. Tapis d'acupression, argile, etc. Huile essentielle. Allez taper partout. Alimentation anti-inflammatoire, il faut taper partout. Si ça vous fait du bien, vous le prenez. Vous ne cherchez pas à faire compliqué. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez la plasticité anormale ou pathologique, c'est-à-dire la douleur chronique. Vous avez la plasticité réactive, celle qui répare. Donc, dans le cerveau, elle est vachement moins effective que dans les nerfs. Les nerfs, ils poussent de 2-3 mm par jour. Vous avez la plasticité neurogénèse, les nouveaux neurones qui vont être créés à partir de l'hippocampe, et vous avez la plasticité par l'expérience. Et c'est celle qui nous intéresse pour soigner une douleur chronique. Donc, augmentez votre capacité d'apprentissage. Et donc, pour ça, il va falloir dormir pour apprendre. Numéro 1. Il va falloir de la musique, rire, les amis, la famille, faire les activités qui vous plaisent, art-thérapie, pour faire travailler votre créativité en parallèle des exercices physiques. Il faut de l'exercice pur et dur, de la réadaptation, de la médecine physique, réadaptation pure et dure. Mais n'oubliez pas le cadre sain et non stressant, pour ouvrir votre capacité d'apprentissage. Il faut une discipline telle pour réussir à gérer un sommeil et gérer une douleur chronique vous avez besoin de tout sauf du stress. Vous êtes déjà en surstress, en surtension. Donc il faut supprimer tout ce qui est mauvais stress. Donc supprimer les amis toxiques, supprimer la famille toxique, changer de métier si vous n'aimez pas, adaptez vos heures, priorisez-vous. D'accord? Bien sûr, buvez de l'eau, mangez des bonnes graisses. Parce que les cellules sont entourées de graisse, et elles parlent comme ça, elles ont une bicouche lipidique, et elles communiquent entre elles. Donc on a beau avoir tous les neurotransmetteurs de la Terre, si ma cellule n'est pas assez graissée, elle ne va pas fonctionner. Et donc l'oméga 3 DHA
c'est la meilleure bioaccrétion. Voilà. D'accord? Donc voilà, pensez à ça. Mangez tout sauf transformé, varié. C'est pas manger moins, mais manger mieux. On peut tout manger, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas dans la guerre gluten, c'est-à-dire que ça dépend les gens. Je suis pas dans la guerre, un peu, j'avoue, je suis un peu sur la guerre contre le lait, parce que le lait, ça reste des globules blancs morts, et donc on est sur un inflammatoire. Donc, préférez le fromage, au moins vous n'avez pas de lactose, c'est plus digestible, etc. Si ça vous va. En plus, vous avez des bactéries dedans. Donc l'homme est une espèce hybride mammifère-microbe. Voyez-le comme une espèce symbiotique et soyez en coopération avec vous-même. C'est pas contre vous. Le corps est déjà contre l'environnement. Il n'arrive pas à s'adapter. Donc il faut le réadapter. Et la douleur chronique, c'est là où elle est traître. C'est que comme elle fait mal, on ne veut plus bouger. On ne peut plus bouger. On ne veut plus. Les deux. Et donc je me désadapte à l'effort. Mais comme je me désadapte à l'effort, j'ai mal. Désadaptation à l'effort, j'ai mal. Je bouge pas, donc j'ai mal donc je bouge pas. Et vous rentrez dans ce circuit infernal. Donc voilà, soyez large. Sommeil, plantes, exercice physique adapté selon l'étiologie. Moi je suis là pour poser une étiologie, la suggérer en tout cas, parce que j'ai pas le droit de la poser, mais je peux la suggérer. Et je suis très minutieux dans tout ce que je fais. Et j'essaye d'être toujours très perspicace et pertinent dans tout ce que je dis. Je vous rappelle que je prends une seule personne par jour. Je crois qu'il n'y a aucun ostéo, aucun kiné, aucun thérapeute qui fait ça. Quand on parle de douleur chronique, n'oubliez pas que la douleur, elle laisse une empreinte dans le cerveau. Elle laisse une empreinte. Il y a comme une phase qui s'éteint. Il va être important de mettre en place une expérience suffisamment riche et intégrable de manière répétée pour remettre cette mémoire. Donc, l'article que je vais écrire, je ne peux pas tout vous citer parce que j'ai peur qu'on me pique mes idées. C'est possible qu'on me pique mes idées et qu'après on les fasse, qu'on l'applique. Mais écoutez bien ce que je vais dire encore une fois. Aucun schéma moteur n'est figé dans le temps. Et donc la douleur chronique, c'est un problème de schéma moteur. Je pense qu'il est tout à fait possible, même si c'est actuellement pas prouvé par la science. Et peut-être que je vais réussir à prouver ça une fois que je serai mort. Peut-être que quand je vais mourir, ils vont déterrer ça. Et j'espère ils vont réussir à en faire quelque chose. C'est ce que je le souhaite. Parce qu'on est face à des poids de l'industrie pharmaceutique. Ceux qui pensent que les lobbies pharmaceutiques qui sont là pour soigner les gens, c'est comme croire que les marchands d'armes, ils sont là pour la paix. Il faut arrêter d'être con à un moment donné. On est face à des antalgiques qui nous empêchent de souffrir, ou des antidépresseurs qui nous empêchent de ressentir. Mais c'est pas mal ressentir, pas ressentir qu'il faut, c'est mieux ressentir. C'est que si on souffre, c'est qu'il y a une raison. La douleur, il faut l'écouter. Il ne faut pas la fuir, il faut l'écouter. Le corps, il cherche à nous parler. Il a certainement donné des alertes avant qu'on se fasse mal. Il a certainement dit « Reviens-toi, ce que tu fais ne me plaît pas, viens voir, viens voir. » Et nous, on a dit « Oh, ça a passé, ça a passé. » Sensibilisation périphérique, les nerfs dorsaux, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Et quand c'est trop long, le cerveau, il sensibilise. Il dit « Tu veux pas m'écouter? Moi, je vais te faire comprendre. » Rupture de lien fonctionnel. Donc le corps a certainement donné des alertes. Peut-être qu'il y avait un morphotype prédisposant. Peut-être qu'il y avait un matériel génétique prédisposant, sachant que le gène ne s'exprime que par son environnement. Sachant qu'on a tous, que je ne fais pas de barrière entre les animaux et nous, les amis. On a tous le matériel génétique nécessaire pour avoir des glandes à venin. On a tous le matériel génétique pour avoir la queue d'un singe. On a le même gène du langage que les oiseaux ou les singes, FOXP2. D'accord ? Il y a très peu de différences de matériel génétique entre nous et les singes et les porcs. Donc on voit bien que c'est le positionnement de ces gènes, le code de ces gènes, qui va être déterminant dans la création humaine. Et on ne peut pas penser que l'humain est issu comme ça du pouf. Moi, je ne pense pas qu'on descend d'un singe. Ou si j'y pense, je pense que le singe a pris des psychédéliques sérotoninergiques qui a fait de nous les êtres humains qu'on est. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur l'aveugle est-il vraiment aveugle, où je développe un peu plus ce principe d'imagination et de souvenir. Donc le corps humain a tout fait parfaitement. Il y a un code génétique parfait, 64 combinaisons possibles, l'ADN, tac, 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 tout est parfait,
et vous avez ce truc-là au niveau de l'ADN, tu vois. Vous avez ce truc-là au niveau de l'ADN, vous avez le noyau où il y a l'ADN. Dedans, l'ADN, il est transcrit en ARN, il est exporté dans le cytoplasme, la zone intermédiaire entre le noyau et la membrane. Et dans le cytoplasme, il est traduit en protéines. Et la protéine, c'est elle qui intègre les signaux douloureux, les protéines, et donc les facteurs de croissance, les facteurs de transcription eux-mêmes sont des protéines. Voilà. Et donc vous avez ce truc-là, où les facteurs de transcription, qui sont des protéines qui sont faites à partir de l'ADN du noyau, vont réguler l'expression génétique. Et donc vous avez ce truc-là où l'environnement choisit lui-même ce qu'il exprime pour faire face à l'environnement. Que l'environnement dit dans la bibliothèque qui est l'ADN, moi j'ai besoin de ça parce que l'environnement il est comme ça, là il fait froid, là il fait chaud, là je suis comme ça, là j'ai peur, là j'ai pas peur, machin, machin, machin. Ça on a besoin de tel code d'ADN, on a besoin de plus tel gène, on a besoin de plus tel gène, et donc on est en mutation génétique de manière perpétuelle. Mais le gène ne s'exprime que par son environnement. Donc il est essentiel de comprendre que on a tous un matériel génétique qui peut merder suivant l'environnement. Donc plutôt que d'agir sur la structure du gène, etc., il va plus falloir être ingénieux à essayer d'en activer des gènes qui ne seraient pas assez actifs ou à les rendre silencieux. Ça a un nom en anglais, enhancer, et j'ai oublié l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il va falloir faire taire ce gène ou les activer suivant nos besoins. Et donc, il y a un état épigénétique dans la douleur chronique. Et ça, c'est le dernier modèle que je vais mettre en place. Les 2 articles que je vais écrire, c'est cette fusion. C'est ça, c'est une reprogrammation épigénétique sur un modèle de tenségrité biologique et de plasticité neuronale, et de plasticité cérébrale. Vous voyez la complexité du truc. Et donc, vous avez toujours ce trio. C'est que, imaginons que je crée mes nouveaux neurones. Donc les nouveaux neurones peuvent être créés apparemment que de 3 endroits différents. L'hippocampe, gyrus denté, sous-ventriculaire et bulbe olfactif, si j'ai bonne mémoire. Et si tu veux, mais je peux aussi les développer avec de l'ayahuasca ou de la psilocybine. Ces plantes psychédéliques sérotoninergiques, même si ça s'appelle hallucinogène, c'est pas des hallucinations, c'est des visions, qui vont nous faire rêver, mais on a conscience qu'on rêve, d'où cet état hyper associatif. Donc on utilise beaucoup l'ayahuasca et la psilocybine pour les TOC, la dépression, dans certains pays. Étrangement, on ne s'en sert pas pour la douleur chronique, de manière officielle et légiférée, je ne comprends pas. Peut-être parce que si ça marche, c'est interdit. On devrait faire une médecine d'expérience unifiée. On devrait faire une médecine intégrative et cette intégration dépend de l'environnement et donc de l'expérience unifiée. Vous êtes sur un truc où il y a un haut degré de subjectivité dans un cerveau humain au niveau de la sélection des signaux. D'où l'importance d'avoir une médecine de plus en plus personnalisée alors qu'on est face à une médecine qui est standardisée au possible. T'as ça, on te donne ça, t'as ça, on te donne ça. Moi aussi je sais lire le Vidal, mais c'est pas de la médecine, je suis désolé, ça c'est le drug dealer, c'est le dealer en bas qui fait le guetteur. C'est ça en fait. On est face à des deals légiférés sur lesquels vous avez des bons contrats, alors que c'est pas unifié et qu'au contraire ça met de la démence, c'est plein d'effets secondaires, les benzodiazépines et les antidépresseurs. Moi je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a aucune molécule que la nature ne fait pas en mieux, sans effet secondaire, en mieux parce qu'il y a un effet d'entourage. La nature elle fait des plantes, des venins, avec toujours plein de molécules en même temps, avec ses effets d'entourage. Tout est parfait. Tout est toujours parfait dans la nature. Si elle le fait comme ça, c'est qu'il y a ses raisons. Donc il faut parler son langage. Et donc vous comprenez que je peux aussi créer mes nouveaux neurones avec ces drogues psychédéliques sérotoninergiques, même si c'est interdit, malheureusement. Je ne vous incite pas à le faire, sinon je vais avoir des problèmes, mais sachez que ça existe. Pour les TOC et la dépression, on en parle beaucoup. Bizarrement, on n'en parle pas pour la douleur chronique. Je trouve que c'est pas normal. Sachant que l'ayahuasca remet le cerveau en mode par défaut, que la psilocybine, elle va agir sur ce réflexe de peur qui est intégré dans l'hippocampe. Vous voyez l'importance.
et elle va justement aider à créer des nouveaux neurones. Et enfin, imagine que je pousse mon cerveau à résoudre un problème en faisant appel à ma rétroactivité, que je vais repousser le cerveau dans un problème intellectuel, réfléchir longtemps à résoudre quelque chose, faire appel à mon imagination, ma créativité, je vais créer mes nouveaux neurones. Mais si je ne fais pas de mouvement, un mouvement juste et répété, et que je ne les intègre pas dans un circuit neurologique, dans un process, ces nouveaux neurones ils vont s'auto-détruire en quelques semaines. Donc il n'y a que le mouvement direct, peu importe la pathologie, qui permet d'intégrer quelque chose. Donc le mouvement, c'est la vie. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est certainement... les ostéos le disent souvent, mais bizarrement, ils ne vont pas avoir cette approche neurobiologique comme j'ai. Ils ne vont pas avoir cette approche neurophysiologique tant qu'on n'autonomise pas les personnes, leur apprendre à s'automasser, à s'auto-étirer, à s'auto-renforcer et à s'interroger et à doser la contrainte, à bien dormir, à bien manger, je ne vois pas quel résultat avoir. Il faut autonomiser les gens, il faut les éduquer. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Avec toutes les vidéos que je vous sors, j'essaye de vous éduquer. Dans le sens où le meilleur kiné, c'est vous. Quand il y a une amnésie musculaire, une douleur chronique, c'est une amnésie musculaire, d'accord ? Et qu'on met un protocole en place. Il faut à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour voir si le cerveau il apprend ou pas. Et à peu près 3 mois pour que ce soit seulement visible en termes de musculature. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de résultat en 2-3 mois maximum sur un protocole de soins, et que le protocole c'est toujours le même, que votre thérapeute ne cherche pas à essayer d'adapter ou vous redirige pas vers d'autres thérapeutes, je suis désolé, c'est qu'il ne fait pas son travail. C'est que si en 1 mois et demi, 2 mois il n'y a pas de résultat, il faut essayer de trouver des solutions, donner des pistes, modifier le protocole, s'interroger, reléguer. Moi je relègue, des fois il y a des choses où je suis limité, il y a certains cas où ça dépasse mes compétences, ou en tout cas c'est pas les miennes. J'ai des amis qui sont plus adeptes de telle méthode, telle approche, et je me dis des fois ça peut les aider, des fois c'est intéressant, quoi. Il faut avoir plusieurs avis. Mais le corps, il sait ce qu'il aime. Si c'est bon pour lui, il va répondre. Il va répondre et il va s'adapter. Donc il faut chercher à le réadapter. Et donc la réadaptation, c'est pas le massage, c'est pas l'étirement, c'est pas la fasciathérapie, et c'est pas je te mets des semelles thermoformulées. C'est les massages, les étirements, le renforcement, les prérequis. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui est physiologique, qu'est-ce qui ne l'est pas. La capacité d'apprentissage, il est comment. Le sommeil, il est comment. Etc. L'ajustement postural anticipateur. Transverse périnée multifide, vous vous rappelez. La respiration, le contrôle postural, l'alignement. Où est mon dos dans l'espace? Qu'est-ce qui fait partie de moi? Proprioception, dissociation. Quel muscle je cherche à voir parce que quel muscle n'est plus perçu correctement par mon cortex à cause de cette sensibilisation centrale. Vous avez des fibres musculaires de type 1 et de type 2. Et à la fin, le ratio, il merde. D'accord? Donc vous avez les fibres lentes, les fibres rapides. Plus la fibre est rapide, plus elle est puissante, mais moins elle est endurante. Donc il y en a qui vont marcher au sucre, d'autres au sang. Donc, suivant les fibres mais dans les deux cas, elles vont finir par devenir hypertoniques si ça merde. Donc suivant ce que vous cherchez à faire, essayez d'avoir des approches différentes. Essayez de mettre en place des approches différentes. C'est pour ça que on ne peut pas parler et du coup, je ne vous noie même pas dans la fibromyalgie parce que c'est une polyalgie comme une autre. C'est-à-dire que j'ai mal ici, c'est une fibromyalgie, quoi. Comme s'il y avait 1 milliard de façons d'avoir mal. Les fibres nerveuses de la douleur chronique, c'est les mêmes chez tout le monde. Je sais pas, la gate control, c'est la même chez tout le monde. Le cerveau, même si c'est pas le même chez tout le monde, parce qu'on n'a pas les mêmes cerveaux, etc. On n'a pas exactement les mêmes... On peut avoir des anomalies structurelles, c'est-à-dire le connectome, mais des anomalies surtout cognition, tu vois, au niveau de la cognition, au niveau fonctionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous avez toujours le génome et le génotype, et de la même manière, vous avez le connectome et vous avez le cognitome, et de l'autre manière, vous avez la cognition fonctionnelle. Tu vois? Voilà. Donc, j'avais raison, c'est le cognitome, j'ai vérifié. Donc j'avais raison, c'est le cognitome. Vous avez le connectome et le cognitome. De la manière, vous avez le génome et le génotype, c'est-à-dire le matériel et son expression. Et ce qui va dérouler le génome, donc l'épigénétique, c'est les protéines qui vont dérouler ce langage, qui vont choisir qu'est-ce que j'exprime. Donc les protéines, c'est le langage du corps. Et donc les venins, j'en parle souvent et j'écris dessus aussi.
Et je pense en avoir découvert un qui est intéressant, enfin découvert un. Je pense qu'il y a une application sur l'un d'eux qui n'est pas faite. Et du coup, je vais essayer un jour, j'espère, pouvoir faire un modèle économique au niveau de ce venin de manière thérapeutique pour laisser une empreinte suffisante dans le cerveau, suffisamment intégrable pour la changer d'un coup. Ça, c'est mon projet. Donc je pense qu'il y a deux façons vraiment de changer cette mémoire, ou de manière intense, ou de manière répétée. De la même manière que le trauma s'imbrique, je pense qu'il est possible de le réparer, de le reconditionner de la même manière, avec une expérience positive émotionnellement, et, et prendre en compte cette fonction musculaire et cette fonction mémoire. D'accord ? Et donc, voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'informations. Je vous ai donné pas mal d'informations. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le terme de douleur, il est vraiment à prendre avec des pinces. C'est que la douleur, c'est un stress. Quel qu'il soit, c'est un stress. C'est que quand je perçois un stress, j'arrête de bouger. Peu importe le problème, je vais arrêter de bouger. Donc, c'est ce fait de cette perception réelle de danger qui fait que je ne bouge plus et que le muscle est figé. Et donc, forcément, les sensations musculaires vont finir par merder parce qu'il y a besoin de sensibilisation périphérique concrète pour se sentir réconforté. Et Sherrington nous parlait déjà de toucher affectif, je vous l'ai dit. Sherrington qui a inventé le mot synapse, qui est un grand neurologue, d'accord ? Et donc, un bébé, si je le caresse pas, par exemple, il va se laisser mourir. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on devrait sensibiliser les enfants à s'automasser, masser nos enfants. Si j'avais un fils ou une fille, je la masserais. On devrait il devrait y avoir à l'école, ça devrait être une matière obligatoire. Bien-être, massage, étirement, exercice physique, sommeil, alimentation. Ça devrait être une matière à part entière à la santé. Je ne comprends pas que ça ne soit pas le cas. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le but, c'est pas de tomber malade, c'est d'être dans une médecine préventive. Et on voit qu'on n'est pas dans une médecine préventive. On est dans une médecine de c'est cassé, on répare. C'est cassé, on répare. Et même quand on répare, il n'y a pas d'intégration. Parce que, encore une fois, vous êtes toujours sur la structure au lieu d'être sur la fonction. Tu vois, comme je l'ai dit, les vertèbres, elles flottent. Les os, ils flottent dans le tissu ou dans le tissu conjonctif. La structure porteuse n'existe pas. Le système numéro 1, c'est le système myofacial. Muscle plus fascia. Qui dit muscle, dit fonction musculaire. Qui dit fonction musculaire, dit neurohormones, dit neurones, motoneurones, lien fonctionnel, cerveau, peau, muscle. La peau qui module le message de douleur et cette contraction musculaire inconsciente. Et donc la douleur chronique est un souci inconscient. On a conscience qu'on a mal, mais même quand on dort, le corps souffre. C'est ça que je veux vous dire. D'accord ? Donc voilà, pensez à ça. Priorité, c'est gérer votre sommeil, gérer votre stress, prendre des plantes immunomodulantes pour aider le cerveau. Comme il est fatigué, soutenez le système immunitaire. Quelle qu'elle soit. Le kratom qui est de la même famille que l'ayahuasca, qui a été interdit il n'y a pas si longtemps, alors qu'il y a aussi pas mal de bénéfices, ça a l'air intéressant. Exercice physique, c'est la pierre angulaire. Sommeil, plante, exercice physique. C'est la pierre angulaire, les exercices physiques, qui dépendent de la bonne étiologie. Pas de palpation, pas d'étiologie. C'est quoi la cause de la cause ? Si on ne touche pas, on ne sait pas. Souvent on me demande, Raphaël, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et tant que je ne touche pas la personne, je ne peux pas me rendre compte. C'est que moi je sais juste ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Mais tant que je ne vois pas, que je ne touche pas, je ne peux pas tester. Je ne peux pas voir c'est normal, c'est pas normal. Le sens de l'équilibre, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir l'équilibre du bassin, je ne peux pas tester les amplitudes qui sont physiologiques, je ne peux pas faire des tests de déclenchement à la douleur, je ne peux pas faire voir les points sensibles au niveau de la palpation, donc je suis limité forcément. D'accord ? Donc, je vous invite à étudier les différents points que je vous ai amenés, à sélectionner les bons exercices. Donc, je vais encore vous envoyer dans cette chaîne des exercices physiques. Vous allez avoir pas mal de quoi faire. Vous allez avoir pas mal de contenu. Et le but, c'est vraiment de trouver la meilleure expérience pour apprendre et corriger cette mémoire de la douleur chronique.
au niveau cellulaire, au niveau musculaire et au niveau neurologique. D'accord? Il faut casser ce message de douleur, moduler ce message de douleur, mais ce n'est pas suffisant. En parallèle, il faut faire les bons exercices, des exercices justes et corrigés. Parce que rappelez-vous que mon cerveau va toujours chercher des muscles qui ne sont pas faits pour faire le mouvement que j'ai oublié au niveau de l'amnésie musculaire, d'une amnésie musculaire. Et donc, n'hésitez pas à vous automasser pour amener du sang, faire du transfert d'informations, du cisaillement au niveau des hormones, etc. Et surtout à faire contracter le muscle sur lui-même pour qu'il refasse son effet de pompe. Vous comprenez? Le muscle, il est ou contracté ou relâché. Il ne peut pas être les deux. Quand il y a une douleur chronique, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est entre les deux. S'il était relâché, il ferait pas mal. S'il était totalement contracté, il se relâcherait sur lui-même. Et il y aurait parce que le muscle possède un effet rebond. Il est piégé. La gazelle, elle ne peut pas trembler. C'est le cerveau qui a retenu où il est dans les... Là, il y a un danger. J'ai retenu que moi, le corps est toujours dans cet état lamentable. Le danger, je ne sais pas qu'il est passé, moi. C'était trop long, je me suis mis en défense. Je ne suis pas au courant que le danger est passé. Donc, il faut rassurer le cerveau. Redonner confiance au cerveau. Tu peux le faire. C'est ça que je veux que tu fasses. Regarde, tu peux bouger. T'es pas mort, tu souffres pas. Et donc, il faut essayer de travailler en association. Réussir à faire du mouvement sans douleur. Et plus le cerveau va bouger sans douleur, donc il va falloir du temps, de la persévérance, de la discipline, pour que le cerveau finisse par ne plus associer mouvement et douleur. Et qu'il puisse aller recruter les bons circuits neuronaux, les bons schémas moteurs. Et qu'il n'aille plus chercher les mauvais moteurs, les nouveaux schémas moteurs qui sont devenus les schémas moteurs de référence. D'accord? Donc les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison. C'est pour ça qu'on peut avoir un peu ces sensations étranges, ces schémas d'irradiation, etc. D'accord? Ça picote. Donc la douleur chronique, c'est vraiment comme quelqu'un que je lui ampute sa main, il la sent. C'est cette histoire de confusion. Vous êtes sur la même chose. Donc c'est pas normal que ça soit aussi maltraité et que l'acupuncture soit pas mis à disposition de tout le monde, remboursée, etc. Mais tu vois, il y aurait beaucoup de... Le système médical et même paramédical est beaucoup incriminé. Moi, je suis très critique à cet égard. Parce que la bonne volonté et la bonne intention, ça ne fait pas tout. C'est que moi, je ne me vois pas, je suis ostéo-chiro, je te craque, ça redémarre 2 jours après et c'est normal. Et les gens viennent tous les mois. Ça, je ne conçois pas. À quel moment on ne se dit pas on peut faire autrement? C'est quoi la cause de la cause? Quel schéma moteur est mis en place? Il faut prescrire des exercices physiques aux gens. Il faut voir c'est quoi le tableau clinique, l'étiologie. Tant qu'on n'autonomise pas les gens, ils vont continuer à venir pour rien dans les cabinets d'ostéopathie et de chiropraxie. À se faire craquer, ça ne va pas tenir en fait. L'histoire de la stabilisation, c'est pas vrai. On ne stabilise pas un système nerveux avec des manipulations articulaires. On stabilise un système nerveux par un mouvement juste et corrigé, répété suffisamment de fois pour permettre une nouvelle intégration et remplacer ce mauvais schéma moteur. La douleur chronique étant une réponse dysfonctionnelle du système nerveux face au stress intégré sur le segment neurologique incorporé qui va de la peau jusqu'au cerveau. Peau, sort de la peau, vasomotricité, fascia, muscles, nerfs, moelle épinière, etc. Ça monte et le cerveau il fatigue. D'accord? Et donc on est des êtres primitifs et on ne peut pas faire plus primitif que la glande pinéale qui est un œil atrophié et ça veut dire vraiment que quand on a des visions et qu'on fait des expériences mystiques et psychédéliques, que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas les yeux qui voient mais le cerveau et que le corps, l'esprit, ce qui pense être vrai, bah, c'est vrai pour lui et donc il va y avoir une inscription organique. Vous comprenez cette importance d'imagination? Ça veut dire qu'il faut donner un environnement perceptible, sensitif, concret, pour que le cerveau arrive à se créer des nouveaux souvenirs, qu'il puisse les intégrer comme faisant partie de son environnement naturel et l'exposer de manière régulière. C'est ça. C'est qu'il faut trouver le juste milieu entre protection et exposition. Si vous exposez trop votre corps au stress, il ne va pas apprendre par rapport à un mouvement, vous voyez ce que je veux dire, au reconditionnement d'un mouvement. Mais si vous ne le stressez pas assez,
Si vous ne le stressez pas assez, il ne va pas intégrer parce qu'il va se dire c'est pas assez stressant, je ne change pas mon comportement. Mais si vous le protégez trop, il va dire bah pourquoi je changerais puisque de toute façon il n'y a rien qui change. Pensez en termes de sensation. Donc allez vers cette sensation du mouvement. Je vous ai donné beaucoup de clés d'exercices physiques et je vous invite à les sélectionner, à pêcher dedans. Et si vraiment vous vous en sortez pas, comme toujours, n'oubliez pas que moi je consulte dans la vraie vie, donc vous pouvez venir me voir et je ferai mon maximum pour vous. Il me faut à peu près 4-5 heures par personne quand c'est une douleur chronique. Je le compte comme une seule séance. Donc j'essaie de prendre 2 jours en général. Pour voir c'est quoi le problème. C'est quoi votre schéma moteur compensatoire à vous, pas celle du voisin, à vous. Comment vous compensez, comment le corps a intégré et comment ce mauvais schéma moteur et pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à percevoir quelque chose. Où sont vraiment ces ruptures de liens fonctionnels. Voilà. Ça c'est sûrement le plus important. L'étiologie. D'accord ? Donc je pense que c'est relativement complet. Le problème c'est que je pourrais parler tellement, mais après ça ne sert à rien d'alourdir la question. Mais voilà, je vais vous inciter quand même à faire des économies. Les meilleures choses, c'est les choses les plus simples. Donc investissez dans des livres, du matériel, des plantes. Les meilleures choses, c'est les plus simples. Les méthodes qui sont hors de prix, mettez votre argent, ou vu sur Internet, mettrez votre argent sur des choses qui sont prouvées scientifiquement, qui ont un fondement. Interrogez-vous, le bénéfice-risque, etc. Privilégiez toujours le traitement conservateur quand cela est possible. L'invasif, c'est toujours l'invasif. Il y a toujours de l'inhibition motrice. En plus. C'est-à-dire que c'est traumatisant. D'accord ? Le corps, il a tout pour s'auto-régénérer. Faut-il lui amener les bonnes informations ? S'il n'a pas les bonnes informations, il ne peut pas donner les bonnes réponses. Et donc, la douleur, ce n'est pas le problème. C'est le mouvement. Tout doit bouger, mais correctement. Plus vous allez bouger correctement, moins vous allez avoir mal. Donc le but, c'est pas de plus avoir mal. Le but, c'est de bouger correctement. Et pour ça, il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps et que vous fassiez de l'expérimentation, essai-erreur. Je pense que j'ai ce schéma moteur, cette étiologie clinique, j'essaye ces exercices, lui il va pas, lui il va pas, et on essaye jusqu'à trouver la bonne formule, la bonne expérience pour permettre au cerveau de faire une nouvelle sélection de signaux et les intégrer à long terme. Le sommeil, supprimer le stress, bien manger, tout l'environnement qui fait appel à la créativité, même les jeux vidéo, ça fait travailler l'imagination, les neurones miroirs, pas de problème. Voilà. Restez en mouvement, restez vif, restez positif, c'est très important. Relaxez. En soi, la douleur, c'est pas grave, c'est très handicapant et Dieu sait que je le sais. C'est très handicapant et ça nous empêche de vivre. Donc c'est un handicap tel, et même moi, je me suis entendu dire pour moi parce que j'ai un souci à mon dos, à ma hanche, là je commence à avoir mal à force d'être assis, je vais devoir me lever de façon. Souvent je disais, mais moi je vivrais même plus heureux en étant en fauteuil roulant et pas avoir mal. Et c'est vrai, vous comprenez, ceux qui sont de douleurs chroniques comprennent pourquoi je dis ça. Il n'y a rien de plus aliénant que souffrir tous les jours. Je suis réveillé parce que j'ai mal tous les matins. Moi, pour mon cas, tu sais que c'est la douleur qui va te sortir du réveil. Déjà, ta journée, elle commence, quoi. T'as mal parce que t'es sorti avec les amis, les restaurants, le cinéma, le travail, le couple, les relations sentimentales, sexuelles, etc. La douleur chronique, c'est quelque chose qui impacte tous les pans de la vie. Et ça, je le comprends parfaitement. Donc, il faut garder sa lucidité et voir la douleur pour ce qu'elle est. Une information qui était nécessaire à un moment donné, parce qu'elle nous a protégés d'un stress auquel on n'a pas pu s'échapper, mais maintenant il faut réussir à rassurer le cerveau en lui disant c'est bon, le danger est passé, comme la gazelle. Rassure-toi gazelle, le danger est passé, tu peux te casser. Le lion il est plus là, il n'y a plus de danger, tu peux gambader. Et donc il faut aider ce cerveau à lui dire le danger est passé. Et donc il faut l'aider à créer des nouveaux souvenirs. Et il va apprendre si la capacité d'apprentissage est optimale et il peut apprendre uniquement et que par le mouvement. Le massage, l'étirement, c'est pas un traitement. Le massage, l'étirement, c'est pas de l'activation musculaire et c'est encore moins de l'intégration.
La seule activation musculaire, c'est le renforcement. La seule intégration musculaire à long terme contre la douleur chronique, c'est le mouvement juste et corrigé dans un mouvement assez complexe. C'est-à-dire que le muscle est censé faire ça comme ça. Et donc je vais complexifier le mouvement. Aller vers la verticalité progressivement. Forcer à travailler ma neuroplasticité, mon sens de l'équilibre, sur l'instabilité, ma force, avec des poids, mon endurance, avec le temps, gainage, etc. Stabilité. Donc posez-vous les bonnes questions. La bonne question, c'est pas qu'est-ce qu'on a, mais qui a fait quoi. D'accord. Donc je pense que c'est une bonne vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est une bonne fin. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. J'espère que c'est une bonne fin. J'espère que ça va vous intéresser, que ça vous intéresse. Donc je vous donne, si vous voulez, les conseils que je donne un peu rapidement à tous. Donc voilà, comme je l'ai dit, les femmes, souvent, je leur conseille de l'ashwagandha, du magnésium le matin, parce que la sérotonine devient de la mélatonine le soir, d'accord. De l'ashwagandha, pour les hommes, plutôt du maca. Si l'ashwagandha ne va pas, du rhodiol, ou n'importe quel autre complément alimentaire. Si vous voulez l'axe entier de la sérotonine, safran, millepertuis et griffonia, synthèse, recapture, etc. Comme ça, vous avez tous les axes au niveau de la synapse, d'accord, pré et post. La dopamine, vous la trouvez que dans le mucuna pruriens, un taux comme ça. Ça a été synthétisé après pour faire le L-Dopa pour Parkinson, d'accord. La sauge, c'est une super plante de femme, mais pas que. C'est une très bonne plante pour le cerveau, qui est largement sous-estimée à mon sens. Le magnésium bisglycinate, le marin, c'est de la merde, encore quelque chose de bien commercial. L'assimilation, elle est médiocre, donc le marin, c'est pareil, ça devrait être interdit en pharmacie. Le zinc, pareil, oxyde de zinc, là, c'est de la merde. Le zinc bisglycinate, c'est des minéraux, c'est des sels, et donc ils n'ont pas le même taux de solubilité dans le sang. Et donc il faut que ça soit assimilable. Donc préférez les formes de magnésium bisglycinate, les zinc bisglycinate, le magnésium 300, fonction métabolique, le zinc 200, fonction métabolique, il me semble. Oméga 3, DHA, manger des poissons gras, bien dormir, une literie assez de qualité, c'est très important, on ne l'oublie pas, mais la literie, pareil, c'est très important, sous-estimé. Ayez une literie de qualité, vous devez la changer tous les 10 ans. Vous devez avoir une indépendance de couchage. Quand quelqu'un s'allonge à côté de vous, vous ne devez pas vous enfoncer dedans. Sinon, vous allez bousiller votre sens de la gravité. Les muscles ne vont pas se reposer, vous comprenez? Le dos se repose quand il est sur un matelas, donc il faut pouvoir le faire. Donc moi, je ne suis pas en partenariat avec Emma, malheureusement, j'ai pas assez d'abonnés. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner, partager, liker cette vidéo. Parce que peut-être que j'espère un jour, mais je pense pas, parce que je suis peut-être un peu trop brut et je suis peut-être pas assez communicatif dessus. Mais en tout cas, Emma Matelas, ils font des super matelas. Je vous invite à... Même moi j'en ai un, c'est pour ça que je dis ça. Je sais que moi il m'a beaucoup aidé ce matelas. Autre chose bête dans l'immédiat, acheter un tapis d'acupression. Vous avez l'acupuncteur à la maison, voilà, ça va brouiller le message pour la douleur, le message au niveau de la moelle épinière pour votre cerveau. Actipoche par exemple de Cooper, froid, vous mettez le froid sur votre cou, etc. Ça va brouiller le message de douleur sur votre dos. Ça va brouiller le message de douleur pour votre cerveau. Actipoche de Cooper, c'est pas très cher, ça marche bien. Froid, chaud. Le froid, ça va ralentir la vitesse du muscle. Donc il y a des bienfaits dans le froid, dans le chaud, qui ne sont pas exactement les mêmes. D'accord? Donc ils ont des bienfaits dans les deux. Moi j'aime alterner. J'aime alterner, comme ça je suis sûr. Parce que vous n'avez pas les mêmes capteurs au niveau de la peau qui vont se déclencher au niveau du froid ou du chaud. Donc le chaud a ses bienfaits au niveau circulatoire, et le froid a des bienfaits aussi d'analgésie, d'endorphine, etc., d'inhibition, etc. De la même manière, les huiles essentielles vont agir sur ces capteurs de température. Je pense à la menthe, qui va agir sur la fibre C, la fibre des douleurs chroniques en huile essentielle. Donc n'hésitez pas à vous faire mettre du piment ou de la menthe ou du piment. La menthe aussi va agir sur la fibre C. La menthe des champs, c'est la plus mentholée des menthes, il me semble. Donc n'hésitez pas à la mettre dans votre huile de massage, ou encore mieux, à la mettre dans un cataplasme d'argile. Vous prenez un peu d'argile, vous mettez 3 à 5 gouttes d'huile essentielle, de Gualtéry couché par exemple, ou d'eucalyptus, ou de gingembre, ou ce que vous voulez en fait. Et vous tartinez tout votre dos. Et ça va faire comme un patch, et vous attendez que ça sèche, et après vous vous rincez à l'eau. Votre dos, votre cou, votre genou, où vous voulez. C'est que vraiment, c'est la peau qui module ce message de douleur. Donc passez par la peau.
et l'intestin. D'où l'importance de l'alimentation, des plantes, etc. qui vont taper au cerveau. D'accord? Et tout ce qui vous fait du bien, les ventouses, etc. Il n'y a pas besoin d'être ultra qualifié pour faire des ventouses. Acheter un peu de matériel peu onéreux, des balles de massage, des élastiques, kettlebell, haltères, briques de yoga, stepper, rouleau, bâton de massage, je l'ai dit, balles de massage, Terracan, etc., etc., etc. Investissez dans des livres simples, du matériel peu onéreux. Ça sera certainement plus rentable que de faire le tour de la planète, avoir tous les ostéos qui vous font la même chose, ou chiro, ou kiné, qui vous disent c'est dans votre tête, un peu de froid, un peu de chaud, électrode, et je me casse et je reviens 3 ans après, devant tout le monde sans même palper, chercher à comprendre c'est quoi ton problème à toi. Que on parle de lombalgie, mais lombalgie c'est pas le dos, c'est le ventre, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Lombalgie, c'est le ventre et donc c'est un fléchisseur de hanche. Fléchisseur de hanche, je le répète, il y en a 3. Psoas, droit antérieur, psoas, fessier, connectivité. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, l'importance des chaînes, déséquilibre musculaire dans le bassin, pubalgie, psoas, psoas, mais aussi peut-être adducteur, hanche, hernie inguinale, arthropathie pubienne, psoas tendu, spino tendu. Visualisez ce que vous n'avez pas dans la hanche, vous allez le payer dans l'épaule et vice versa. Toutes les courbes du dos dépendent de l'angle du bassin. Une hanche qui merde, c'est une épaule qui merde. Une épaule qui merde, c'est une hanche qui merde. Une hanche qui merde, c'est un cou qui merde, parce que c'est une épaule qui merde. Et une épaule qui merde, c'est un cou qui merde. Et tout ceci vice versa. Ayez une intelligence d'interrelation articulaire. Le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule au bassin. Le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos. Le psoas qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite. Et donc vous êtes sur le muscle du danger, le muscle du stress, le muscle de l'âme, le muscle de la respiration en réalité, parce qu'il y a une connectivité directe avec le diaphragme. Le diaphragme qui est connecté par l'intermédiaire d'un fascia au transverse. Le transverse qui précontracte avant le bras, ou que je lève mon bras ou ma jambe. Synergique du périnée et du multifide. Le multifide qui va aider à garder ses courbes du dos de manière physiologique. Toutes ces courbes dépendent de l'angle de son dos. Le multifide, c'est un érecteur du rachis, certainement le grand oublié. Il va marcher avec le long dorsal, l'iliocostal. C'est-à-dire c'est ça les érecteurs du rachis qui font que je ne tombe pas en avant. Si le psoas y merde, tu sais que les spinaux vont merder. Parce qu'il va mettre de la tension dans les spinaux. Et les spinaux vont désaxer les vertèbres et faire des potentielles hernies discales. Donc au lieu d'opérer une hernie discale, il faudrait déjà regarder l'équilibre de ce putain de bassin, regarder l'état des érecteurs du rachis, s'ils sont hypertoniques, pourquoi? Certainement parce qu'il y a des nœuds dans le ventre et une respiration excessive dans le ventre et des fessiers trop faibles et un psoas trop raide et des spinaux trop raides et une tête qui part en avant, une épaule qui s'enroule, une attitude scoliotique, un talon qui tape contre le sol. Et vous avez toujours ce truc-là où le cerveau va contrôler la longueur tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente. Et donc le cerveau se donne le droit de rendre une articulation plus ou moins raide, plus ou moins instable, suivant son sens de l'équilibre. Équilibre qui va dépendre du cervelet. Cervelet qui va régir aussi l'harmonisation du mouvement et la coordination, mais aussi des processus émotionnels. C'est-à-dire qu'aucune aire du cerveau n'est totalement spécialisée. Elles marchent toutes ensemble. Donc il faut vraiment les voir dans un ensemble. Donc bien que la théorie du cerveau triunique, elle est obsolète, elle est quand même intéressante parce qu'elle nous dit que vous avez le cortex, qui est l'intelligence, la cognition, vous avez le système limbique, émotionnel, etc. Et vous avez le système reptilien, qui est très primitif. Et plus on va en profondeur dans le cerveau, plus on est sur quelque chose de primitif. Et c'est certainement vrai, et c'est vrai de toute façon. Et donc, on va se douter qu'il n'y a rien de plus primitif que la douleur, que l'émotion. Et donc les émotions sont corrélées à des fonctions. Je sens ça, donc ça, je sens ça, donc ça. Ça me donne... Et donc il va falloir changer votre attention au quotidien pour changer vos émotions. Et changer vos émotions au quotidien pour changer votre attention. Et donc la sélection de signaux et donc l'expérience que vous allez amener au corps pour qu'il puisse intégrer la nouvelle expérience par le mouvement que vous cherchez à lui faire intégrer. Et ça, c'est pas de l'ostéopathie, c'est pas de la fasciathérapie, c'est pas de la chiropraxie. D'accord? C'est de la biologie cellulaire, de la neurophysiologie, etc. Tout en ayant cette approche kinésithérapique et ostéopathique, de globalité, de mouvement, etc. Ouais, je ne suis pas en train de critiquer ces spécialités, je suis juste en train de les mettre en relief. D'accord? Des ostéopathes et des chiropracteurs, ils devraient être remboursés par la Sécu, c'est pas le cas, c'est pas normal. Et on devrait avoir de gens un peu plus ardus
en anatomie palpatoire et on devrait avoir des gens un peu plus expérimentés en physiopathologie du point trigger et en douleur chronique. Les algologues qui palpent personne, qui donnent un Tenseco 2 et ciao basta, moi ça me dépasse, tu vois. Moi ça me dépasse. Et moi je passe pas, tu vois, je suis pas kiné et pourtant sur les 8 cabinets de kiné que j'ai fait pour moi, pour mon cas, il n'y en a aucun qui m'a dit 1/5 de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Pas 1/5 de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. J'ai vu quelque chose comme 39 ostéopathes, et pas les petits. Hein. J'ai vu des chirurgiens très renommés, des meilleurs dans leur catégorie, en France, même à l'étranger. Il n'y en a aucun qui m'a expliqué 1/5 de ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo de manière totalement gratuite. Et je le fais de bon cœur. Je le fais de bon cœur et j'attends rien en retour, si ce n'est à la limite merci Raphaël. Moi ça me suffit. Parce que je sais qu'il n'y a rien de pire de vivre dans un monde qui ne nous appartient pas. Et il n'y a rien de pire comme sensation d'habiter un corps qui ne nous appartient pas. On lui dit, moi je suis content, on essaye de s'auto-suggérer la pensée positive, mais le corps souffre. Et donc il faut écouter sa souffrance. Et pour écouter sa souffrance, il faut parler son langage. Et je vais avoir une petite analogie viking, vous savez les vikings avec leur rituel de sang, etc. Parce que le sang, c'est très important. Comme je vous ai dit, vous êtes sur la vasomotricité, le sang de la peau. Et donc la peau doit bouger, elle a une motilité. Et donc si elle ne bouge pas, parce que le muscle dessous ne bouge pas, c'est collé, vous avez cette adhérence, fascia, muscle, peau, tout ça c'est adhéré. Et donc la peau, si la peau ne glisse plus, la peau elle glisse pour permettre le glissement des plans sous-jacents. Et donc une peau qui glisse plus, un fascia qui glisse plus, c'est un muscle qui s'active plus et qui n'est pas irrigué, qui n'est pas actif, qui est éteint. Il ne peut pas bouger parce qu'au-dessus ça ne bouge pas. Donc allez-y couche par couche, amenez du sang, refaites de la connexion kinétique, faites de la connexion, sens kinétique, etc., sens du toucher. Massez-vous, étirez-vous et surtout mettez en place les bons exercices. Et n'oubliez pas le putain de psoas. Le psoas qui n'est jamais palpé à la hauteur de ce qu'il mérite. Le psoas qui est le muscle qui est au milieu de tout. Le bassin, c'est un carrefour postural. Toutes les chaînes myofaciales et neurophysiologiques, ascendantes et descendantes, elles passent dans le bassin. Donc on va se douter qu'on va commencer par le bassin. Mais il ne faut pas oublier que le psoas, c'est un stabilisateur du bassin, du rachis et de la hanche. Et que vous êtes sur un complexe articulaire interdépendant, hanche, pelvis, rachis lombaire. Vous voyez que si quelque chose merde, tout merde en même temps. C'est ça que je veux vous dire. Et donc un dos qui est trop faible, ça peut pousser un psoas à être hyperactif. Un diaphragme qui est stressé, et donc il n'y a pas de respiration parce que le diaphragme il fait un piston. Si vous ne travaillez pas la respiration thorax, côte, ventre, tridimensionnelle, vous allez avoir un psoas qui va stresser. Si le fessier est trop faible, le psoas ne va pas pouvoir se désengager, donc il va falloir le recruter, mais pas de manière excessive non plus. Si les ischio-jambiers sont rétractés, le psoas ne va pas aimer non plus. Ça va mettre le bassin en avant, ça va mettre les genoux en hyperextension, ça va tirer sur le bas de la colonne vertébrale et ça va effacer cette cambrure lombaire. Alors qu'on doit avoir une cambrure lombaire, il faut ni être trop cambré ni passé, il faut être neutre, la position neutre. Donc vraiment, les lordoses cervicales et lombaires, c'est comme des petites suspensions. C'est relativement stable, alors que la cage thoracique, elle est censée être relativement mobile. La syphose dorsale est censée être relativement mobile. Le bassin, il est censé être relativement stable. Stable mais mobile. Tu vois ce que je veux dire? Et le souci, c'est que vu que le bassin se casse la gueule parce qu'il est hypermobile, le bas du dos est hypermobile, la cage thoracique, elle s'enraidit parce que le bassin est hypermobile, et le cou qui est censé être stable devient instable parce que la cage thoracique est enraidie, et la mâchoire se serre parce que le cou est instable. Vous voyez ce que je veux dire? La gravité, elle vient d'en haut, la tension, elle monte. Et les muscles antigravitaires, c'est les antagonistes qui programment ce mouvement global du couple de force. Ils n'assurent pas que la rétroaction, les antagonistes. Et donc vous avez un ratio qui est défavorable entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, entre ces muscles antigravitaires et ces muscles qui sont moteurs, qui sont agonistes. C'est que les fibres du dos, du fessier, etc., on est sur une qualité de fibre qui déconditionne beaucoup plus vite, qui est relativement, qu'il va falloir entraîner largement plus en endurance, qui va garder moins les acquis que les agonistes, que ce qu'il y a devant. Donc en général, il faut relâcher devant et désinhiber en douceur et renforcer derrière. Donc renforcez votre dos à mort, renforcez votre fessier à mort.
renforcez votre dos à mort, renforcez votre fessier à mort. Et aidez à désengager votre psoas. Et pas que, évidemment, il faut que le ventre soit mou. Donc il faut que le bassin soit équilibré. Si le ventre est trop faible, tu sais que le bassin il part en avant. Si le fessier est trop faible, tu sais que la hanche va passer en arrière. Donc ton cerveau va le sentir et il va chercher à faire en sorte que le bas du dos devienne une hanche. Et donc je pars en avant. D'accord ? Quand j'ai mal et que je m'assois, c'est le psoas. Quand je ne peux pas me pencher en arrière, c'est le psoas. Je monte les escaliers, c'est le psoas. Point de côté, psoas. D'accord ? Le psoas, c'est le muscle de la position assise. C'est le muscle de la marche. Le psoas, il est très 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 important. Et donc, il ne faut pas le traiter seul, au vu de son environnement anatomique, mais il faut aider toutes les contraintes environnantes pour l'aider à lui se désengager. Et vu qu'il est au milieu de tout, il est facilement pris en tenaille. D'autant que c'est un muscle hyper réactif en cas de danger. Vous êtes vraiment sur la sentinelle du corps, le gardien de l'intégrité biologique. D'accord ? Et donc un psoas qui merde, il fait des douleurs secondaires aux épaules et au cou. Donc les points triggers, c'est vraiment, on a des points neuromusculaires qui projettent à distance de l'attention. Vous avez des points triggers primaires qui vont projeter à distance de l'attention, qui vont faire des points triggers secondaires, puis des satellites. Et à la fin, on s'en sort pas, on est sur un sac de nœuds littéralement. Donc ça va vraiment faire des... Le cerveau sent que là, il n'y a pas la bonne longueur, il n'y a pas la bonne activation, parce que j'ai plus le bon feedback, et donc je vais chercher ailleurs et vous rentrez dans ce schéma moteur pathogène, parce que vous êtes en immobilisation forcée. D'accord ? Donc il va falloir relâcher la musculature et ramener du mouvement pour relâcher elle-même la musculature. D'accord ? D'accord ? Donc je pense que c'est global, c'est assez complet. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie. D'accord ? Je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vous fais des bisous comme toujours et faites confiance à votre cerveau, le corps peut toujours apprendre. S'il n'apprend pas, c'est que c'est pas comme ça ou pas comme ça ou c'est trop tôt. Mais il peut le faire. C'est juste qu'il n'a pas les bonnes informations. Vous êtes beaucoup plus flexible que vous le pensez. Le cerveau, il peut être agile. Il faut en tout cas faire en sorte qu'il soit agile. Et donc il faut lui apprendre à ressentir autrement. Et donc à travailler sur son attention, la sélection de ses signaux. Et pour ça, il va falloir enrichir l'environnement, le varier, l'adapter et rendre l'expérience la plus positive pour l'hippocampe, pour qu'il puisse refaire des ponts avec le cortex, donc travailler votre créativité, je vous l'ai dit, de manière définitive. Et donc, il va falloir être patient, à l'écoute et discipliné. D'accord ? Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à bientôt.